Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous lié à l'actualité du jeu vidéo japonais, c'est bien entendu Gaijin Dash, le 5e épisode, avec moi, comme toujours, l'équipe des Gaijin. Et on va commencer, comme toujours, par Golden Greg avec son petit jingle. Ah, voilà. Très bien. En plus, elle est là. Ah oui. Elle est là, puisqu'en fait, c'est 10 ans. Golden Greg, ça va? Ouais, je suis très malade, mais ça va. Je vais essayer d'assurer. Ouais. Enfin, très malade, comme tous. Hein. Je me mouche, il y a de la morve qui sort. Je me tousse, il y a de la morve qui sort. Je suis morveman aujourd'hui. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Et puis, évidemment, Kamui Robotics, alias Kamui, alias Daniel. Salut. Qui est là, toujours présent. Toujours présent, pas malade, Ouais. pas La forme. morveux, tout va bien. Chaud. Chaud comme la braise. J'ai envie d'en découdre. Ah bah j'espère bien parce que le programme est comme toujours chargé, même si on va essayer de faire vite, hein, comme le veut la formule officielle, avec Donc, évidemment... moins d'une heure. Ouais, en fait, officiellement, on vise toujours 1 heure et ça devient 1h20. Oui, c'est comme ça, on s'étend, voilà, on se lâche. Avec évidemment le point news, on va revenir sur l'actualité du jeu vidéo japonais de ces dernières semaines. Une spéciale Super Famicom qui a fêté ses 25 ans. Eh oui, Donc nous sommes vieux. voilà, ça fait mal. Tu te rends compte que Nabila est plus jeune que la Super Nintendo? Ouais. C'est ouf, hein. Ouais. Mais c'est une 16 bits elle aussi. Hein, oui, oh là là. Et puis on va enchaîner sur ce que font les éditeurs japonais sur Steam et surtout restez avec nous jusqu'à la fin puisqu'il y aura le point chart avec un gage de qualité. Oh. Hein, c'est le moins qu'on puisse Alors dire. c'est pas moi qui ai perdu. Voilà. Je ne dis rien alors que c'est Greg qui a gagné. Le gage risque quand même d'être salé donc restez vraiment jusqu'au bout. Ah putain, spoil. Ouais, j'ai spoilé mais bon. Bon, tant pis. Ouais, bref. Vivement. Félicitations Greg déjà Merci. par avance, mais on va commencer par le point news. Le point news, ça veut dire qu'il y a le jingle son du point news. Attention Caro. Merci à ces gars qui nous est pas encore tombé dessus pour les copyrights et les liens pour tout faire virer sur YouTube. Ah bah, tu sais, on doit être les derniers à parler d'eux, donc... Sonic, hein, si tu nous regardes. On va commencer le point news avec rions un peu avec Final Fantasy. Voilà, ce sera l'intitulé. À chaque fois, vraiment. Qu'est-ce qu'on va rire? Final Fantasy XV, puisque, sachez-le messieurs... Ah, c'est le rocher. Ouais. Non, c'est pas le rocher. Le rocher, on l'avait fait la dernière fois. Là, c'est encore mieux. C'est que c'est Tabata qui l'a dit, donc le producteur. La version pré-bêta de Final Fantasy XV est terminée. Oh, Voilà. Sur pré-bêta. C'est l'objectif sur lequel nous étions concentrés depuis les 6 derniers mois. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir là, on a l'annonce de la date de sortie ou l'annonce de la il a date. annoncé qu'il l'annoncerait en mars. D'accord, Ouais. ok. Ça veut dire que... Ça veut dire que la version pré-bêta... Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une version pré-bêta? Est-ce que Alors, quelqu'un une sait ce version que ça peut être? pré-bêta, je pense que ça doit vouloir dire que la version démo est complète, non? Je veux dire que Enfin, moi, l'épisode de Sky est arrivé à la version C'est 3.0. que ça doit être jouable jusqu'au bout. Et là, il débug. Tu À mon crois? avis, à mon avis, pré-bêta, c'est qu'il n'y a plus de ce qu'on appelle les demi. Tu sais, quand le jeu est en développement, ils n'ont pas modélisé tous les bonhommes, donc à la place, t'as des poteaux ou des trucs. Et là, à mon avis, tout doit être implémenté. Donc maintenant, ils doivent juste débugger et régler la difficulté, peut-être. C'est ce qui prend beaucoup de temps aussi. Le truc avec F15, c'est que leur communication est passée en mode nawak. En mode sondage Twitter. Alors, on a un sondage Twitter. Vous voulez des rochers, on vous les met. Vous voulez des moguls, bah peut-être qu'on vous les met, Ça, peut-être c'est qu'on vous les très met pas. inquiétant, je trouve. C'est très inquiétant. Et Parce que tu te dis, ils sont tellement pas sûrs d'eux que finalement, ils demandent l'avis aux gens pour être sûrs de décevoir personne, pour pouvoir dire après, ah, ça vous a pas plu? Bah c'est pas nous, attendez, on vous a demandé sur Twitter où vous vouliez des cailloux et des moi, moogles. ma théorie, enfin qui est maintenant notre théorie avec plein de gens, c'est que en fait, ces mecs-là, ils savent que c'est leur dernier grand jeu. Tous les mecs qui bossent sur FF... Tous les mecs, toute l'équipe de FF15, ils savent, tu sais, c'est comme l'équipe de FF13 maintenant, ils ont fait Mobius, tout le monde s'en bat les steaks de Final Fantasy Mobius sur téléphone mobile. Et donc eux, c'est vraiment leur dernier grand jeu, c'est leur dernier triple A japonais avant qu'ils passent faire un lambda jeu mobile. Et donc du coup, ils font durer le plaisir en fait. Ils voyagent en Angleterre, ils voyagent en France, ils font des présentations. Et donc ils font exprès? Je pense qu'il y a peut-être inconsciemment inconsciemment ou consciemment, peut-être qu'ils essayent de faire durer parce que c'est leur dernier gros truc, c'est le dernier moche. C'est la dernière fois qu'on leur paye les hôtels pour voyager dans le monde. Genre peut-être que c'est ça en fait. Qu'ils font durer le plaisir. Je pense le service mais 4 en plus, étoiles. ils ont munitions illimitées parce qu'ils développent un Final Fantasy majeur, donc du coup ils ont pas le budget, ils s'en battent les... Est-ce qu'on peut retourner en Angleterre voir des cailloux? Je suis pas trop sûr. Bien sûr, allez-y. Je peux emmener ma femme. Elle est experte en cailloux. Bah écoutez... Non, et le coup des cailloux, c'était vraiment c'était le too much, quoi. Bon, en tout cas, Square Enix sera présent au mois de février, puisqu'on a appris que Ikenie no Yuki Setsuna, ou je ne sais, enfin voilà, je crois que c'est ça, hein, le titre officiel, sortira le 18 février, une semaine avant Star Ocean 5. Alors ça, c'est quand même la compréhension, parce que pour repréciser, c'est Setsuna, c'est le jeu qui a été annoncé à l'E3 par Tokyo RPG Factory, donc un nouveau studio
studio centré sur les RPG à l'ancienne, puisque c'est vraiment le créneau sur lequel Square Enix veut essayer de se mobiliser aussi. Donc ça sort en 18 février. Alors on a appris en plus vraiment, on caresse le fan dans le sens du poil. Tu auras l'ATB 2.0 façon Chrono Trigger, donc avec combat directement sur la map. Que j'aime pas, quoi. C'est vrai. Je suis jamais content. Voilà, aujourd'hui, le grognon dans Genshin Dash. Quitte à choisir, je pense que je choisirais Team Star Ocean. Là, ah ouais, c'est Team Star Ocean quitte à choisir. Parce que grosse polémique au Japon sur Star Ocean. Je sais pas si vous avez vu, ils ont là encore dernièrement, ils ont balancé plein de photos sur Famitsu. Et du coup, en fait, les gens se rendent compte que les héroïnes sont trop expressives. Donc il y a un gros débat depuis 2 jours. C'est-à-dire trop expressive. Non, pas au niveau des nichons. Pas du tout. Non, parce que pour ceux qui nous écoutent en audio, voilà, Puyo mimait les poitrines de Nether Live. Pas du tout. Non, c'est juste que les héroïnes, quand elles bougent pas, elles sont très kawaii, mais en fait, elles sont tellement expressives que t'as des photos où elles sont en train de bouger. Mais c'est comme quand tu fais un arrêt sur image sur le 20h, t'as le présentateur qui a des mimiques un peu bizarres des fois, il a la bouche ouverte, les yeux fermés. Et là, il y a les mêmes photos qui sont sorties sur Star Ocean 5. Et la grosse polémique du moment, c'est l'héroïne nous fait peur. Celle qui a les cheveux roses là, parce que du coup elle fronce tout le temps les sourcils quand elle parle, et du coup elle a les yeux, il y a des photos où elle a les yeux mi-clos avec la frange qui lui tombe dessus, et les gens disent en fait elle est super flippante cette nana. Je pense qu'Internet a bien fait d'exister pour donner la parole à ces gens-là quand même. Oui, mais le problème pour eux personnage. Le problème c'est que c'est sa figurine à elle qui est dans l'édition Deluxe. Ah. Ça va faire une mocos comme la figurine de Xenosaga. Ah non, parce que moi la figurine je l'ai vue, elle est magnifique. Ouais. Mais du coup si l'héroïne fait peur, il y a peut-être des gens qui vont déprécommander. Ah. Voilà. Ou se reporter sur Setsuna. Pauvre Square Enix. Setsuna qui sera vendu pourquoi pour c'est un vrai jeu, enfin ils le vendent en bundle, ils le vendent où c'est en DLC. Non, ça a l'air ils le vendent en vrai jeu avec un vrai prix. Non, sur une vraie console, pas de doute. Non, mais ce que je veux dire, Vita, non, pas de problème. Ouais. Bon, en tout cas, février sera chargé puisqu'il y aura également Shin Megami Tensei 4 Final. Attention, chacun son jeu en fait. Le 10 février autour de cette table. Et le 10 février aussi, il y aura le retour de Valkyria Chronicles dans sa version remastered. Ça, je suis assez excité. Donc ça, c'est pas forcément. Ouais, t'es excité quand même de le retrouver. Enfin, je veux dire, Alors, je suis excité. Le seul problème, c'est qu'en même temps, ça c'est ce que tu vas ajouter. Ils ont annoncé le suivant derrière. Mais oui, mais c'est surtout ça en fait qui est intéressant, c'est que la démo de Aoki Kakumei no Valkyria sera incluse dedans, Valkyria Azure Revolution. C'est ce qu'ils font toujours maintenant. Ouais. C'est on fait un remake, mais si vous l'achetez, du coup, vous aurez la démo du prochain. Alors, le remake qu'il va avoir, c'est surtout, le remake. Est-ce qu'on peut parler vraiment de remake alors qu'il est sorti il y a pas si longtemps? Ça sera la version PC sans doute. Ouais. Et il y a un truc que je trouve vraiment bizarre, c'est que ce que j'aimais bien dans Senjo no Valkyria, Valkyria Chronicle, c'est qu'il y avait une ambiance très particulière, un peu nawak. Excusez-moi, pas du tout assumé. Ah, le racaillou dans la gorge. Heureusement, tu as tes 4 verres d'eau autour de toi. Tu dis le jeu date il n'y a pas très longtemps. Attention, Valkyria va fêter ses 8 ans bientôt. Hein. Ouais, on est vieux. C'est dur. Hein. Mais ouais, en fait, c'est très bizarre parce que c'est un jeu qui est en même temps sur la Seconde Guerre mondiale, mais pas complètement sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a des grosses références, mais en même temps, elles sont pas assumées du tout. Seconde Guerre mondiale choupi. Hein. La Seconde Guerre mondiale kawaii, ouais, c'est exactement ça, avec des petits cochons avec des ailes, mais en même temps avec des uniformes nazis. Voilà. Et au bout d'une mission, tu débarques dans un camp. Il y a plein de gens en pyjama parce que le racisme, c'est les blonds contre les bruns. Il y a les Darksen, donc les Darksen qui est la métaphore des juifs. Voilà. Donc t'arrives dans un camp où ils sont tous alignés sur des lits en bois. Tu dis, ça y est, on vous a libérés les amis. Et puis après, donc t'as une cutscene où t'as le héros et l'héroïne qui regardent le soleil se coucher. C'est dur quand même, la guerre. Oui, mais on va y arriver. Et hop, là t'as le cochon qui passe. Et en même temps, t'as le gros black militaire qui est vraiment bourru, mais en même temps qui veut faire avec la barbe là, qui veut faire un traiteur fruits et légumes végétarien. Mais il est pas black. Si, il est moustachu. Il est basané. Il est basané japanime. Il est basané japanime. Et c'est un jeu d'une profonde stupidité et en même temps qui est absolument génial. Ouais, parce que jouer, c'est top. À jouer, c'est vraiment génial. Et ça a été le renouveau du tactique RPG. Tous ceux, ils reprenaient, c'est Overworks qui le faisait. C'est les anciens de Sakura Taisen et ils ont repris un peu le système de Sakura Taisen 3 qui est une espèce de tactique, mais en même temps en temps réel. C'était vraiment bien trouvé, c'était assez dur, c'était très scripté.
Et tous ceux qui l'ont fait se souviennent de la mission 7 où la mission 7. La mission 7 quand la Valkyrie arrive. Quand la Valkyrie... Parce que c'est aussi ça. Elle te démonte tout le monde. C'est quand même ça, la Seconde Guerre mondiale en version kawaii choupi, en version cel shading. Et le cel shading est absolument. À l'époque, le jeu a été vraiment révolutionnaire. Qui ressemble à de l'aquarelle, et en même temps, t'as une Valkyrie qui arrive avec des gros seins et un canon laser pour te défoncer ton armée. C'est pas un canon laser. Si, elle a un gun. C'est une lance qui concentre les rayons énergétiques. Voilà, pas te laisser dire n'importe quoi. C'est d'une véracité historique prouvée. Exactement. Bon, et la version Azure qui se veut un peu temps réel, qui revient au RPG traditionnel, ça c'est un peu surprenant quand même, alors qu'ils avaient trouvé quand même une bonne formule. Moi je comprends pas ce que fait Sega, parce que tu vois, autant il y a 2-3 ans, t'avais eu le Shining, je sais plus quoi. Shining Blade, qui était un Valkyria, mais dans l'univers de Shining Tony. Et là, ils font le contraire. Ils te font un Valkyria, mais dans l'univers de... quitte à choisir, je préfère quand même Valkyria que les Shining pourris, là. Ouais, le système les Shining Tony, moi, c'est pas... Voilà, c'est l'équipe de Shining Resonance, si je dis pas de bêtises, qui est un peu derrière aussi, qui était plutôt pas mal. Oui. Enfin, mais alors, là, ils arrivent sur PS4. Faut pas oublier que Valkyria aussi, c'est un des premiers grands RPG de Sega, parce que pour moi, c'est quand même un grand RPG de Sega. Oui. Qui s'est le plus vendu à l'Occident qu'au Japon. Oui, c'était le début. C'était genre, à partir de ce moment-là où t'as fait, waouh, il y a un truc qui se passe, il a fait que 200 000 ou 250 000 au Japon, et quand tu cumules tout ce qu'il a fait en Europe et aux États-Unis, il fait 400 000. 1 million et 500 000 sur Steam. 1 million, 1 million au total et 500 000 en tu m'étonnes qu'ils font ça sur Steam. Donc du coup, ils se sont dit, on va faire le 2 et le 3 sur PSP. C'est la grande stratégie Sega, tu sais. Mais ça leur a coûté moins cher. Bon, il y a un autre jeu de stratégie qui va arriver aussi en Occident. C'est Langrisser 3D. Je sais pas si vous avez des souvenirs de Langrisser 3D qui est sorti en juillet dans la différence générale. Le WTF, enfin il a été Coty, il me semble. Il a été Kusogé, donc jeu de merde of the year. Pourquoi? Non, mais déjà, Langrisser, on peut rappeler, c'est quand même une vieille série. C'est une vieille licence Mega Drive, PC Engine, avec Warsong, donc la traduction du premier Langrisser sur Mega Drive. Ensuite, plein d'épisodes SFC, Saturn. Caractère design de Satoshi Urushihara, et ses tétons généreux. Spécialiste en tétons. Il dessine les tétons comme des sombreros, en fait. C'est-à-dire qu'il dessine un sein, et après il pose un sombrero couleur chair, et ça fait un téton. Enfin, c'était vraiment assez spécial. C'est sans doute l'artiste japonais le plus swipé en Occident, puisque tout le monde reprend son design pour faire des sex shops ou des... Oui. C'est le truc, dès que tu vas dans un sex shop à l'étranger, tu retrouves du Urushihara, c'est obligé, quoi. Bon, sauf dans Langrisser 3D où Urushihara était absent, manifestement. Trop cher. Et puis, surtout, c'est nul, quoi. Alors, c'est des petits cubes qui se battent contre d'autres petits cubes, donc bizarrement, je me dis, est-ce que sur un malentendu, ils se sont pas dit, on va le sortir aux États-Unis avec tous les indie fags qui vont voir des petits cubes se taper dessus, ils vont kiffer. Mais pour nous qui connaissons la série, le jeu arrive à être moins beau que sur Mega Drive. Ce qui était cool avec Langrisser, les originaux, c'était l'histoire en plus. L'histoire était vraiment intéressante, il y avait des histoires de dynastie, ils se cassaient vraiment le cul. Messiah se cassait vraiment le cul à faire un truc intéressant. Même les versions Mega Drive étaient Warsong, qui est sorti sous le nom de Warsong. Après, avec la PC Engine, ils ont tout doublé. Enfin, ça a été vraiment le début des jeux hyper bavards, mais je veux dire, doublé avec des acteurs de voix. Ils ont après, donc, il y a eu toute la série des Langrisser qui a débarqué sur Super Famicom. Après, il y a eu une deuxième jeunesse avec Langrisser 3 et 4 sur Saturn, qui ont été, il me semble, portés sur PlayStation, je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, c'est des jeux qui ont vraiment été très forts sur toute la génération 16-32 au Japon, quoi. Ils essayaient de mettre en avant l'histoire, alors que Shining Force, c'était vraiment le système. Fire Emblem, c'était vraiment la mécanique. Là, c'était vraiment... Il y en avait 3, ils cohabitaient tous les 3. Et là, tristesse, on va retrouver un vieux tactique à 2 francs 6 sous. Des cubes. Des cubes, tu mets des cubes contre des cubes. Mais bon, c'est le revival de Messiah, puisqu'il y a aussi Valken. Tout à fait, il y a Valken en démo sur le PSN japonais. Je sais pas si tu l'as essayé, mais c'est... Oh merde, me brise pas mon cœur. Ouais, c'est pas ouf. Mais tu sais que là, je lisais Game Dev History Volume 2. Il y a des anecdotes incroyables sur Messiah. Et toute cette période... C'est un bouquin qui est uniquement disponible en anglais, mais avec plein d'anecdotes. Boulap avait présenté le premier d'ailleurs dans une émission. Moi je suis en train de lire le 2, donc, et si vous voulez du Messiah et cette période... Du Wolf Team. Omiya Soft, et il y a des anecdotes incroyables sur Valken.
Et, ça fonctionne toujours sur le principe d'interview en fait. Ouais, en fait, c'est un mec qui fait des interviews. Des rushés, je vais l'expliquer. C'est des interviews vraiment brutes, c'est-à-dire nous, quand on est journaliste, donc du coup, on vous prend la substantifique mal pour faire le meilleur interview possible. Lui, il garde tout, il donne même ses impressions et tout. C'est parfois indigeste, c'est souvent, c'est complètement. Alors, si vous aimez pas la subjectivité, n'y allez pas parce que le mec, dès que c'est un jeu un peu rare, il va dire ah c'est extraordinaire. Dès que c'est un jeu qui n'est pas sorti et qui a été abandonné, il dit ah ça aurait pu être le jeu du siècle. Enfin, je veux dire pour lui, des petites merdes, même les jeux les plus pourris de Messiah Zelda 3 sur SNES quoi. Enfin, il est un peu ma boule. Et en même temps, il a interviewé des gens qui sont vraiment passionnants à un moment clé avant que ces mecs disparaissent quoi, parce que souvent ils vont prendre leur retraite ces mecs là. Et c'est vraiment passionnant. Si vous vous intéressez vraiment au jeu Jap, et surtout à cette période-là, genre années 90 et tout, c'est vraiment un truc vraiment à lire. Achetez-le, vous regretterez pas. Bien. On poursuit avec une news que j'ai choisie spécialement pour toi, Daniel. C'est le retour de SOS The Final Escape. A priori, par l'émission, va sortir le trailer du 4 sera diffusé, puisqu'il est censé être diffusé le 27 novembre. Ah, j'ai hâte. Donc voilà, Daniel, toi tu as hâte, tu crois toujours. Moi, alors, c'est un jeu de désastre, c'est un jeu de catastrophe naturelle. Ouais. Et pourquoi le 4 a une place particulière dans cette chronologie? Alors le 4 il est très particulier parce que normalement il devait sortir par ARM et finalement il a été abandonné quelques jours après le désastre du tsunami de mars 2011 ouais. Et du coup, ouais, le jeu a été abandonné. En fait, il semblerait qu'il y ait eu vraiment de gros problèmes de développement. Et au contraire, ils étaient tous soulagés que le jeu ne sorte pas parce que le jeu allait être pourri et tout ça. Et moi, j'adore les jeux de catastrophes naturelles. Genre l'homme face à la nature et des choses comme ça. Ah oui, toi, il y a un tremblement de terre dans le jeu, ça y est, c'est... moi, je trouve ça passionnant et ça appelle à des choses pas forcément de l'ordre de tuer les gens, mais plutôt de survivre. Et dans Zettai Zetsume Toshi, donc c'est le titre japonais, il faut gérer son eau, il faut gérer son sac à dos, il faut s'accroupir quand il y a un tremblement de terre, appeler il y a vraiment des mécaniques de jeu. Il y avait l'hydrothermie dans le 2. Il y a vraiment des gameplays vraiment pas conventionnels. Et surtout, ça appelle à quelque chose de très humain. C'est qu'est-ce que tu fais pour survivre. Moi, je suis super fan. Tu passes entre les bugs. Non, mais je suis vraiment très fan. C'est un jeu que je jouais. Le premier, je jouais sur ma PS2 avec mon disque dur. C'est vrai que le premier avait vraiment se caché. Après, le 2, c'est quand même parti un peu en sucette, je trouve. Le 2 était vraiment beaucoup moins bien. Ouais. Le premier, il avait cette fraîcheur. Ouais, t'étais obligé de gérer ton eau. T'avais deux personnages où tu pouvais zapper entre eux. C'était vraiment bien. Le premier était vraiment bien. Le troisième, on y a fait quelques parties puisqu'on pouvait y jouer sur PSP en multi-local. On a joué en multi-local une fois, juste pour essayer, parce que faut le dire, c'est que les multi-locaux en général on essayait qu'une fois et après on s'en foutait. Donc toi t'es plutôt enthousiaste à l'idée de retrouver cette série. Et je suis en train de repenser au moment où ça a été abandonné, qui était un moment. Et t'as pas peur que justement un projet abandonné puis repris comme ça Non, j'ai confiance, j'ai vraiment confiance. Au moins ils auront eu le temps peut-être de. Ils auront eu le temps et surtout c'est le producteur qui a récupéré la licence lui-même. Avec le studio Grandzella. Avec Grandzella, et donc il a repris le flambeau et c'est vraiment un producteur qui est vraiment c'est un bon quoi. Mais après tous ces problèmes de jeu, c'est qu'il faut avoir du moyen. Est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'indépendant tu peux faire un jeu ambitieux comme ça sur la console de ça? Et faut voir qui c'est qui va le sortir. Est-ce qu'ils vont le sortir eux-mêmes ou est-ce qu'ils vont s'associer avec Sony peut-être? Ils sont Sony. Et on pensait Namco Bandai pendant un certain temps. Ouais. Et là on va voir vraiment ce que c'est. Moi quoi qu'il arrive, je suis impatient, je suis complètement day one. Vraiment je suis fou de ce jeu. Bon, je voulais pas être jaloux, donc il y avait la news Camouille et la news Greg. C'est Gundam Extreme versus Force. Ça y est, il arrive. Qui arrive fin décembre au Japon, mais aussi en février dans la version asiatique qui elle sera traduite en anglais. WTF, c'est ça c'est vachement chouette. Du coup, les gens vont pouvoir essayer et se dire mais il nous a complètement enfumé, c'est nul. Au contraire dire mais en fait c'est vachement bien, la Vita n'est pas morte. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Il y a eu pendant un moment cette tradition, notamment à l'époque de la PS1, PS2, ces jeux Asia où tu pouvais acheter en import les jeux asiatiques. En fait, c'était les jeux japonais. Il y avait des bouts qui étaient en anglais, certains menus et ça se faisait plus. Et je suis très surpris que ça existe à nouveau en fait. Ouais, non, ça
c'est une tradition qui a été perpétuée. Et surtout, ce qui est marrant, c'est vraiment la puissance de Gundam en Chine. C'est-à-dire que, enfin, Chine, Hong Kong et tous ces marchés-là. Toute l'Asie, ouais, Taïwan. Toute l'Asie, parce que le moindre trailer de jeu Gundam est traduit à chaque fois en chinois. Tout simplement parce que le dessin animé là-bas a été diffusé dès la fin des années 70. Donc il a fait partie du patrimoine culturel asiatique, tout comme le Gundam l'est au Japon aussi. Donc Gundam autant en Occident c'est bof, autant c'est vraiment pan-asiatique quoi. Ouais. Autre jeu Vita, et là c'est Manus Perso qui va arriver. Pas. Non, même pas. Détrompez-vous, c'est un jeu que j'ai acheté avec vous, messieurs, au dernier TGS. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est Tokyo. Le donjon machin là. Ouais. Tokyo avec des nichons là. Non, Tokyo avec pas forcément avec des nichons, non. Il est pas allé l'acheter avec nous là. Celui-là, il est pas Falcom là. Pas du tout, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est Ray Gigante. Ah mais oui. Donc ce donjon RPG qui va sortir finalement en Occident chez Bandai Namco, uniquement en dématérialisé. Ouais, je sais pas pourquoi. Il a fait, je crois, 8000 ventes au Japon. Ils se sont dit, waouh, c'est complètement inaperçu. Sur le PS Store US. Tiens, un truc là, 8000 ventes. Mais alors, il sera en anglais ou... Il sera en anglais, ouais, traduit. Et c'était juste pour signaler sa présence. Comme ça, Hubert mettra un trailer pour ceux qui nous suivent en vidéo. Donc vous verrez comme c'est joli. C'est un peu moins what the fuck que l'Angrisseur. Ouais, donc c'est un donjon RPG en vue subjective par le studio Experience. Et il y a un petit principe Dark Souls où quand tu arrives à un bras zéro, enfin le point de sauvegarde, tous les ennemis repopent, ce qui fait que tu peux retourner farmer relativement facilement. Dark Souls, comme Dark Souls. Comme Dark Souls, oui, effectivement. Mais sauf que là, il y a quand même Shining in the Darkness quand tu sortais et que tu revenais. Mais là, il y a quand même une composante RPG. Enfin, c'est beaucoup moins galère que Dark Souls. Mais voilà. Mais en fait, juste pour signaler. Le truc avec les RPG subjectifs, c'est pourquoi celui-là et pas un autre, parce qu'il y en a des milliards. Enfin. Et dernière anecdote vis-à-vis du TGS, vous vous souvenez, pendant le reportage dans la salle d'arcade que nous avons réalisé sous le manteau, nous avons joué à la fin à Darius Burst. Oui, Darius Burst sort. Et ben non, la version CS Chronicle Savior arrive sur Vita, PC et PS4. La petite subtilité, c'est qu'il arrive avant en Occident, ce sera le 30 novembre. Sur Vita PS4 et le 3 décembre sur Steam. Et la particularité aussi de la version Steam, c'est que tu pourras brancher deux écrans côte à côte pour avoir les sensations de la bande. Alors, il faut qu'on fasse un GK Live. Voilà, il faut qu'on fasse un GK Live pour faire la comparaison. Mais oui. Bon, après, on n'aura pas le siège qui vibre sous nos. Ça s'arrange. On dira à Hubert de bouger. On dira à Hubert de kicker derrière. Hubert, t'as plein de choses à faire. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans la salle d'arcade. Il bougeait les sièges. Donc voilà, la Vita n'est pas morte, loin de là. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ce matin la news, elle est à $20, la Vita TV, elle est à $20 sur Amazon US. Pour le Black Friday. Voilà, c'est la fin. Mais aux États-Unis, alors au Japon, elle existe encore un petit peu, mais aux États-Unis, c'est consternant. J'étais dans un Toys R Us, j'ai demandé elle est où votre rayon Vita, parce que je suis toujours curieux de voir comment sont disposés les jeux à l'étranger. Elle m'a dit the Vita, it's the thing between PS4 and PS3. J'ai dit ouais, kind of. C'est un peu ça. Et alors elle m'emmène au rayon, et en fait le rayon n'existe pas. Ils ont juste gardé le bout en plastique qui mettait PS Vita. Et il m'a dit c'est là monsieur. Ouais, ça c'est Toys R Us. Et après je suis allé à GameStop, et GameStop m'a fait on est désolé. Et là il me montre sans déconner un rayon qui est un rayon de 6 jeux d'occasion, et dont Uncharted le tout premier en fait. J'ai fait merde, putain, c'est vraiment la fin de la Vita. Il n'y a plus de retail, mais en même temps on se concentre sur le Japon, mais c'est vraiment au Japon il y a encore énormément de retail. Tu vas en Angleterre, il n'y a plus de retail à Londres par exemple. Alors qu'est-ce que c'est que le retail? Le retail, c'est-à-dire en boutique. C'est les jeux en boutique. Il n'y a pas de thrill. Il n'y a plus de jeux en boutique. Aux États-Unis c'est compliqué. Il faut aller dans les endroits spécifiques. Moi c'était au Paris Games Week. Sur le stand Sony, il n'y a pas la Vita. Une hôtesse, il savait pas ce que ça a été, quoi. Elle était peut-être pas née. Les hôtesses sont jeunes, mais quand même. Non, mais il y avait pas de Vita sur le stand Sony. C'était, bizarre, quoi, tu vois. Sony ne développe plus de jeux pour sa Vita, je crois. Ils ont plus de trucs en interne. Genre, mais tu vois, ils pourraient essayer. Ils auraient pu mettre une borne. Ce qui les sauve, c'est les et je me classe dedans. C'est les couillons qui jouent parfois pour. De manière pour trophée ou de manière mécanique, et ils sortent le même jeu PS4 et PS Vita, mais c'est le seul truc, quoi. Peut-être
DQ Bleeders, peut-être. Qui sait. Un bon jeu Vita. Avec sa Vita Collector. Moi, je prendrais. Tu as déjà précommandé ou pas? Non, moi, je prendrais la version PS4. Je me suis décidé. Ah oui. Parce que la version PS4, au moins, on pourra streamer et partager. A priori, on n'est jamais sûr avec un jeu japonais. Ouais, bah moi, je me suis fait cette réflexion avec Grand Kingdom. C'est là que je me suis dit, je vais quand même prendre la version PS4 parce que je vais y jouer en. Comment ça s'appelle, en partage d'écran, en share directement sur Vita, si j'ai besoin d'y jouer sur Vita. Comme je joue à la Vita à domicile de toute façon. Tu sens le papa, quoi. Ouais, voilà. Bon, on va finir ce point news, déjà bien chargé, mais avec le point Nintendo Direct. Ah oui, obligatoirement. Voilà, le Nintendo Direct qui a eu lieu mi-novembre, même pour être tout à fait exact, le 12 novembre. Ouais. Hein. Ouais. C'est un jour plus tard, on s'en battait les couilles. Exactement, les pauvres. Donc le point Nintendo Direct, avec la question qui tue, est-ce que Nintendo fait encore du neuf avec du vieux? Parce que voilà, Twilight Princess HD, les Pokémon qui ressortent, Mother 3 sur console virtuelle Wii U. Tu as oublié un mot important, Amiibo. Ouais, non mais c'est vrai, Twilight Princess HD qui sort début mars, est-ce que vraiment on avait besoin de Twilight Princess HD pour occuper un planning? Bah, il n'y a pas grand-chose à Noël, regarde, Star Fox il a fait faux bon. Ouais. Ah oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire Noël, là, Amiibo Festival. Mario Tennis Crossing. Ultra, bah tu l'as dit, il est pas très ultra. Ouais. Qu'est-ce qui. Enfin, tu vois, que reste-t-il de Xenoblade, heureusement, pour eux. Enfin, pour, Oui, mais c'est un jeu gamer, c'est pas un jeu grand public. Enfin, t'occupes pas les rayons de Carrefour avec Xenoblade, malheureusement. Mais ouais, mais Twilight Princess HD, enfin, je sais pas, toi, t'as jamais aimé, toi, c'est l'épisode du divorce, c'est celui qui m'a... C'est le Zelda des Furies. Pour moi, c'est celui qui m'est tombé des mains, je crois. Ouais, putain, moi, j'ai vraiment et pourtant, adoré, quoi. Ah non, j'ai détesté Twilight. Tu dis ça parce qu'il y a un amiibo de loup, c'est dedans. Ah, mais après, c'était une situation particulière, j'étais retourné le week-end à GameCube, parce qu'on venait juste de recevoir la Wii, il faisait très froid, et moi, je passais ma journée sur Twilight Princess, je sais pas, alors, écoute, j'en parle avec les Zelda fags, souvent... ils sont tous d'accord pour dire c'est le meilleur donjon de Zelda. Ouais, je suis d'accord. Et je veux peut-être le croire, mais alors c'est le pire overworld de Zelda. C'est le pire overworld. Ouais, mais l'overworld, enfin, il est atroce. Quel Zelda, et en plus, il est sorti, le 3, enfin, il est sorti pas longtemps. Il est sorti dans les mêmes eaux qu'Okami. Oui, c'est vrai. Ouais, il était très comparé à Okami d'ailleurs. Et du coup, peut-être que Okami est un jeu moins profond dans l'absolu, mais Okami, il te proposait quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Ouais. Alors que là, ah bah là de toute façon c'était caresser encore les fans d'Ocarina dans le sens du poil. C'était. T'ajoutais un loup en plus. Tu sais quoi, le problème du loup, c'est qu'il était super rapide, super maniable et tout, mais enfin. T'en profitais jamais vraiment de la liberté, enfin t'avais jamais vraiment de liberté de déplacement. Et surtout le jeu mettait des plombes à commencer, t'avais la séquence du loup, et chercher les scarabées. Oh là là, moi ça me j'ai pas envie de choquer les gens, mais pour moi Zelda s'est perdu depuis assez longtemps. Non, pour moi Zelda s'est perdu. Je m'inscris en faux. Et moi c'est le. Ouais, tu peux faire objection tout ce que tu veux. Objection, ouais. Le truc c'est que pour moi Zelda s'est perdu au moment où ils ont essayé de faire des scénars et de recréer des univers. Pour moi, le meilleur Zelda, ça restera toujours Zelda 3. Enfin... Link Between Worlds, il faut que tu le fasses. Link Between Worlds. Non, mais justement, il m'est tombé aussi les mains. Non, parce qu'il y avait au moins une demi-heure d'intro. Parce que tu ne sais plus rêver. Non, et pour moi, l'important dans Zelda, c'est qu'il faut être assez vite dans l'histoire, même si tu développes après. Ah oui, non, prends cette épée. Regarde, tonton est malade, tonton il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il pleut dehors, hop, va Link, va machin, hop, tu récupères ton épée dans les 5 premières minutes de jeu. C'est vraiment pour moi, le début de Zelda 3 devrait être un bon jeu. C'est ça pour moi le vrai Zelda, quoi. Et il y aura jamais rien d'aussi puissant. Bah, sauf s'ils refont la même. Non, mais c'était vraiment une époque. Ah, mais tu dis ça, mais maintenant Link est une femme. Oui. C'est une des infos que Nintendo Direct justement. Voilà, Bill Transition. Tu vois Mais ce qui est génial, parce que c'est la preuve quand même que Link n'a aucune importance. Link est un archétype. Non, mais c'est la preuve surtout que les fans ont le pouvoir, quoi. Il y a un petit artwork qui pop dans l'artbook Koei Tecmo Hyrule Warriors. Et ça y est, hop, ça fait un personnage ensuite pour la version 3DS. Et tu penses que c'est vraiment l'impulsion des fans ou j'en juste sais parce rien. Que Nintendo oui, après ils peuvent générer le hype comme ils veulent. C'est marrant parce que à l'occasion du Paris Games Week, donc il y a un des rédacteurs en chef de Famitsu qui était venu justement pour couvrir l'événement et notamment la conférence de Nier, et j'ai eu la chance d'aller déjeuner avec lui après, on discutait un peu et il me file le dernier numéro qui à l'époque avait en couverture comment il s'appelle là, celui que tout le monde a bâché là, qui vient de sortir, le 3DS avec les trois Links. Triforce Heroes, avec la couverture, et il me le donne, et puis on dit ah oui, ils en ont vendu que 5000 en semaine 1 au Japon, c'est vraiment la catastrophe. Et je dis s'il voulait en vendre, fallait pas mettre 3 Links.
fallait mettre un Link, un Dodongo et une princesse Zelda. Parce que la clé du succès de Zelda Musou, enfin Hyrule Warriors, c'est que justement c'est du fan service à gogo. Les gens sont fans de l'univers de Zelda. Et si, au lieu de mettre 3 Links, chacun d'une couleur différente, t'avais pu choisir plein de personnages différents, mais les gens ils auraient kiffé et je suis sûr qu'ils en auraient acheté beaucoup plus. Je crois que t'as mis exactement le doigt sur mon problème avec Zelda, c'est que moi je suis fan de la mécanique Zelda. Moi je suis fan du puzzle, moi des grappins, des machins, tu récupères un... Je trouve que c'est le truc qui se rapproche le plus d'un puzzle game et un mélange puzzle game action et les échecs, tu vois, c'est vraiment un truc stratégique pour moi. Et moi je suis pas du tout fan de l'univers. Les Dodongo, j'aime pas ça. Moi je suis pas fan des fées. Bah, le problème c'est que t'es minoritaire aujourd'hui. Et quand ils ont fait et moi les mecs qui sont en train de se palucher sur les chronologies officielles et tout ça, allez faire des chronologies officielles de Mario et arrêtez de nous faire chier avec ça. Je déteste ces chronologies officielles. Pour moi Zelda c'est à chaque fois c'est surtout le plaisir de la découverte et de la recherche par soi-même quoi. Et c'est vrai que tant qu'ils baliseront trop leur jeu et tant qu'ils les rendront trop enfantins et guidés, j'aurais toujours un problème avec ça. C'était notamment le cas de Skyward Sword qui était vraiment beaucoup trop pris par la main. Moi Skyward Sword, il y a 1 heure de blabla avant de commencer à faire quoi que ce soit. Moi ce que j'ai trouvé vraiment pénible c'est tout le début dans le village où il faut que tu ailles pêcher, la canne à pêche et les machins. Les quêtes FedEx, rendez-moi mon tonton qui meurt et une épée et voilà. Quand tu parlais de Japan Expo, on a eu la confirmation de DQ7, DQ8 où J-Ori n'avait pas menti, ils arrivent en français. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, autre coup de Trafalgar qu'on n'avait pas senti venir, Cloud. Oui. Dans Super Smash Bros. Alors en plus, c'est vraiment super tiré par les cheveux, parce que pourquoi est-ce que Cloud est dans Super Smash Bros? Parce que c'est le Cloud de Theatrhythm qui était. Ah oui. Ah ouais. Bah oui, c'est pas le vrai Cloud, pourtant il ressemble comme de gouttes d'eau. Oui, non, mais c'est l'explication ambiguë, parce que les gens sont là, salaud, traître, c'est un personnage de la PlayStation, Cloud. Mais non, regardez, il est dans Theatrhythm, lol. Non, mais en tout cas, voilà, c'est qu'avec ce nuage de fumée, franchement, ça m'a fait penser à une disparition ninja, tu sais, le mec, le ninja qui balance la fumée et qui se barre derrière. Ouais. Bah c'est ça, c'est Nintendo, ils ont balancé un nuage de fumée, pof, t'as Cloud, et puis derrière ils se sont barrés. Oui, il y avait rien. Il compte combien? Il va compter $1. Ah non, c'est 8 euros. Non, je pense pas. 8 euros le personnage. Je pense que c'est entre 3 et 4 euros, le personnage additionnel. Maintenant, la grande question, c'est va-t-il avoir un amiibo? Et ça c'est la question qui compte. Et là, ça y est, c'est la seule question qu'on va se poser d'ailleurs. T'es reparti dans l'amiibo. Plus des amiibo là, c'est fini, mais t'es reparti dans l'amiibo game là. Parce que Cloud, il va chauffer là. Je tiens à dire que non, puisque je collectionne les amiibo Smash Bros. Donc à partir du moment où il est en Smash Bros, il n'y a pas de amiibo game qui tienne. C'est normal, c'est dans la continuité de la collection. Mais alors du coup, est-ce que tu vas spéculer sur Cloud? Est-ce que tu vas en commander 4, 3, peut-être, je sais pas, on verra. Est-ce que c'est tout à fait mal que j'offre pour cette œuvre de charité, le Désherbé, j'ai offert le pack limité des 3 amiibo que tu n'auras sans doute jamais. C'est vrai que tu aurais pu faire confiance à un ami et un ami qui m'a les aurait bien gardé, qui m'a pas laissé déballer un mover alors que moi je cherchais. C'est vrai. Tu peux emprunter celui du stagiaire, après tout, il est déballé. Tu vois, l'amitié s'arrête là où l'amiibo commence. Là où l'amiibo mint, voilà. Et les Pokésex, qu'est-ce que ça vous fait de voir Pokémon jaune, rouge, bleu, vert, turquoise qui va ressortir avec une compatibilité sachant que les nostalgiques les ont déjà joués sur tous les émulateurs disponibles sur smartphone. Je vois carrément pas l'intérêt en fait. Alors, on va pas se mentir, les gens ils ont refait les nostalgiques refont les vieux Pokémon sur les émulateurs parce qu'aujourd'hui tu as des émulateurs d'extrêmement bonne qualité, que ce soit sur téléphone portable ou quoi. Voilà. Ou alors ils ont fait Pokémon X. Donc je suis pas sûr que les gens vont le racheter, ou alors ça va être vraiment les gens qui ont joué à Pokémon quand ils étaient enfants, qui n'ont plus jamais joué à un seul jeu vidéo de leur vie, qui sont absolument pas au courant et qui ont eu par accident une Wii U. Et qui se disent tiens, j'aimerais bien rejouer à ce Pokémon en noir et blanc. 3DS, hein, donc oui, 3DS, pardon. J'ai envie de parler de l'époque de sortie de Pokémon, puisque Greg et moi étions les seuls joueurs de Pokémon en France. Il y avait 96, 97. C'était pas possible d'y être avant, et c'était le moment où on regardait les tops de vente japonais, on se disait mais c'est quoi ce jeu qui est devant Final Fantasy quoi. Et toutes les semaines il était devant Final Fantasy, du coup je me suis pris Pokémon, j'étais en vacances là-bas à l'époque et j'ai joué à Pokémon et ensuite on en a reparlé à Greg, on dit t'as joué à Pokémon? Oui, on était donc les deux seuls joueurs de Pokémon. Les deux seuls connards en France à s'échanger un Pokémon. Et alors là c'est génial parce que on était dans les locaux d'Animeland où on travaillait tous les deux avec Greg
Et du coup, on se disait, ouais, faut avoir les échanges comme ça, tu sais, au moins c'est validé dans ton Pokédex et tout. Et là, je laisse ma Game Boy à Greg, et Greg fait des échanges pendant que je suis pas là, et il me prend mon putain de main Pokémon. Il m'a pris mon putain de... Non, il m'a pris mon putain de... Comment il s'appelle? C'était Hitokage, ouais. C'était Salamèche, ouais. C'était Salamèche, et là, je suis dans le métro, je me vois en train de rentrer d'Animeland, et je fais, merde, il est où? Et je l'avais pas pris, je te l'avais remis. Non, tu me l'avais tiré, et après, je t'ai fait, hé, Greg, rends-le-moi. T'es sûr que je te l'ai pas rendu? Si, je suis. Tu l'as peut-être oublié de le remettre, c'est peut-être ça. T'es sûr que je l'avais pas mis dans ton PC? Non, je suis persuadé, je me souviens, je t'ai fait, oh, Greg, rends-moi. Parce que j'avais tout pris pour les remettre dans mon Pokédex, mais. Non, je me souviens. Mais moi, je me souviens grâce à toi, j'avais eu Match Hopper et Ectoplasma. Tu ne pouvais voir que par échange. C'est vrai. C'était une bonne époque. Bon, donc. Et par contre, je ne sais pas toi, mais moi à l'époque, je me disais, ça sera compliqué de faire marcher ça en France. Ah, mais moi j'y croyais pas. Moi j'y croyais pas. Hein. C'était au. Ça me plaît pas encore le 3, ça devait être encore le. Ah, si, c'était déjà le 3. Le 3 99, ouais, 18-19, je vois un catalogue Nintendo et je vois les Pokémon dedans. Je fais. Putain, ils sortent ça, mais ils sont. S'ils vont, genre, qui va jouer à ça? Qui va jouer à ça? Mais oui, c'est trop japonais. Puis je me souviens, à Player One, les mecs, tout d'un coup, se sont mis à jouer à ça, et tout d'un coup. Quand il est sorti en France, moi, je me souviens, tout le monde se foutait de ma gueule, et une fois qu'il est sorti en France et que ça a cartonné à Joypad, c'était là, quand on pense qu'on s'est foutu de sa gueule pendant 2 ans avec son jeu en noir et blanc. Ça m'a fait la même chose à Player One, tout d'un coup, je voyais El Didou qui jouait à ça, et tous ces mecs qui me bâchaient pour. Ah là, les trucs japonais. Alors, déjà, c'était même pas ça, c'était déjà. Ah, regardez, ils jouent encore à la Game Boy. Ouais. Et ça a sauvé la Game Boy. En plus, le jeu qui a sauvé qui a sauvé la Game Boy, et on peut le dire, qui a sauvé Nintendo. Oh oui, parce que c'est le. Ils n'avaient aucune idée de là où ils allaient à l'époque. Bah, c'est surtout que c'est le seul jeu qui rapportait de l'argent au moment où la N64 mourait. Voilà, il faut dire ce qui est. C'était une époque très particulière quand même. Alors aujourd'hui, Nintendo est confronté à un autre défi, c'est celui du free-to-play, puisque pendant le mois écoulé, on a appris l'existence de la première application qui s'appelle non pas Angry Mario ou Flappy Pokémon, mais Miitomo, qui est en fait un logiciel de communication, de conversation, avec des Mi. Ça va être le Tinder des Mi en fait, j'ai l'impression quand tu regardes. J'ai pécho sur Miitomo, c'est ça que t'es en train de dire? Est-ce que tu swipes à gauche ou tu swipes à droite? Mais ça a un peu l'air, ça ressemble à ça en fait quoi. Ça fait un peu. Non mais attends, ça sera Nintendo. Nintendo, ils autorisent pas la communication entre leurs consoles pour éviter qu'il y ait de la drague et de la prostitution. Non mais quand je dis un Tinder, c'est une vanne. Je pensais plutôt à un truc genre un WhatsApp ou un truc avec des Mi, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce que les gens attendaient d'ailleurs. Les gens étaient très déçus. Tu crois que ça peut prendre une appli comme ça alors qu'il en existe déjà beaucoup? Alors, au Japon, pourquoi pas? Au Japon, pourquoi pas? Il faut voir. Parce que les Mi, on n'en est pas revenu. Moi, j'ai toujours peur quand c'est Nintendo, quand vient le passage de la connectivité. D'abord, je suis presque persuadé qu'ils vont faire un truc genre les Konami ou enfin ils vont faire un faux pas débile qui fait que les gens vont faire c'est casse-couille comme le fait ils sont associés avec Dena, tu puisses pas communiquer entre 3DS entre Wii U. Mais ça justement ils vont unifier les comptes, ils vont faire en sorte que tu puisses te connecter à partir de Facebook, Twitter, ce qui est quand même un pas extraordinaire pour la société, même un compte Gmail. C'est chaud. Et ils sont associés avec Dena qui a quand même une certaine expertise dans le domaine, donc ils partent pas tout seuls au combat, je veux dire, ils vont pas arriver avec leurs idées arrêtées. Ils peuvent peut-être faire aussi une plateforme comme Line. Line à la base c'est une app pour discuter, mais dans l'app t'as des jeux. T'as des jeux et avec des trucs à acheter dans les jeux qui sont dans l'app, et donc ça va être peut-être comme ça qu'ils vont développer. Mais peut-être comme ça qu'ils vont développer leur modèle économique, tout simplement parce que tu vas commencer par avoir Miitomo, donc t'as tes amis, t'habilles tes Mi, machin, tu t'envoies des messages. Puis tu vas avoir un premier jeu, et puis un deuxième jeu, et puis un puzzle, et puis un truc, et du coup tu vas les acheter. Ce qu'on ne saura jamais, et ce qui sans doute est le plus intéressant, c'est combien ça leur a coûté de faire ça. Genre, est-ce que c'est en R&D, combien ils ont raqué pour faire un truc comme ça? Ça se trouve, ça leur a rien coûté et ça va leur rapporter énormément. Donc et en plus, ça sera le premier, donc du coup, il y a plein de gens qui vont s'intéresser à ça. On rappelle, il y a 5 jeux, probablement quasiment tous au format free-to-play, en tout cas c'est vers ça qu'ils se dirigent, qui sont prévus. Validés par Iwata. Iwata a tout préparé à la base. D'accord.
Ok, effectivement. Ah ouais, non, c'est sûr. Il l'a annoncé de son vivant et c'était. Et on va commencer le premier gros débat de ce Gaijin Dash. C'est vrai qu'il fut un temps où Nintendo, on parlait pas de free-to-play, oui, jingle. Déjà, fin du débat. Non, Actraiser, bref. On ne parlait pas de free-to-play Nintendo, ouais, je m'embrouille dans tous ces sons, là, il y a plein de couleurs. On ne parlait pas de free-to-play Nintendo, on parlait de Super Famicom, et c'était il y a 25 ans. Messieurs, la question c'est, est-ce que la Super Famicom est la plus grande console de tous les temps? On va attendre la fin du jingle pour en débattre. Oui. Fin du débat. Bon, on passe à la suite. Voilà. Alors les points de chart, le point gage. Non, tout simplement la Super Famicom, 21 novembre 1990. J'avais 9 ans, à titre perso. Elle a vécu quand même les meilleures périodes du jeu vidéo. Est-ce que ça correspond selon vous à l'âge d'or du jeu vidéo japonais et même à l'âge d'or tout court du jeu vidéo? Ça a été le début de... le problème de l'âge d'or japonais, c'est qu'il a été assez long. Hein. Il part de la mi-NES jusqu'à la fin de la PS2 en fait. Alors, pour moi, il faut le délimiter parce que sinon ça fait une décennie. C'est pas mal une décennie. Oui, non, mais sinon ça fait une décennie et genre faut pinpointer les moments. Pour moi, l'âge d'or c'est entre février 88. Il faut sniper les moments. Ouais. Pour moi, il y a la naissance de la Super Famicom dans sa première année. Et il faut pas l'oublier, la première année de la Super Famicom, c'est extraordinaire. Enfin, on va y revenir, mais la première année de la Super... Je suis pas foncièrement d'accord. Alors tu n'es pas foncièrement d'accord, mais bon. Non, mais Super Mario World, oui. Donc F-Zero. Donc ça, c'est les deux jeux de lancement. Actraiser, juste après quoi, genre juste après t'as Actraiser, Final Fight, tout ce que tu veux. Après, c'est vrai qu'il y a un blanc, et ensuite on revient avec des petits jeux comme Final Fantasy 4. Oui. Oh, mais c'est plus tard ça. Non, mais dans la première année. C'est la première année, effectivement, c'est en 91. Super Type, Gambale Goemon. Alors attention, parce que. Attends, je te finis la première année. Choma Kaimura. Genre, regarde les trucs brutals qui sortent, quoi. Akumajo Dracula. Ensuite, dans sa première année. Super Castlevania 4. Ouais. Dans sa première année, il y a Zelda no Densetsu. Oui. Genre Link to the Past qui sort en décembre 91. Pour Noël. Non, 21 novembre. 21 novembre, pardon, 91. Donc vraiment, c'est une première année et pour moi extraordinaire. Genre il y a vraiment des. Non mais ça je suis d'accord. Mais est-ce qu'il a pas fallu quand même attendre Street Fighter 2 et Dragon Quest 5 en 92 pour que vraiment non, parce la Super Famicom Mania explose? Pour moi, c'était déjà avant. Pour moi, il y a Mario World. Mario World est vraiment un jeu extraordinaire. Ouais. C'est un jeu qui est... Tu pouvais acheter la console et juste Mario World et jouer rien qu'à ça. Et F-Zero à côté en plus. Non, et puis il y a aussi un truc, c'est que la Super Famicom, c'était la console qui amenait des effets que tu n'avais jamais vus. Ouais. Tu vois, la transparence, la PC Engine, elle le faisait difficilement, la Mega Drive, elle en était incapable. Tout ce qui était zoom, rotation, normalement, c'était l'apanage de la Neo Geo. Distorsion aussi. Et tout ce qui était distorsion, enfin, tu vois, tout ce qui était sinusoïdal, la Mega Drive le faisait avec beaucoup de... le faisait Thunder beaucoup. Force 3 le faisait. Mais elle en abusait. Et là, c'était quand même beaucoup plus fin sur Super NES. Alors après... la Super NES, les jeux étaient plus jolis, mais ils étaient beaucoup moins fluides. Enfin, souvenez-vous, là, tous les jeux que tu as cités, ils ramaient, à part Mario. Le processeur avait vraiment beaucoup mal, était très lent. Le processeur central était beaucoup moins rapide que celui de la Mega Drive. En plus, le processeur de la Mega Drive, c'est X68000 que tout le monde connaissait par cœur. Alors que la Super Nintendo, enfin, son architecture, elle était géniale, mais compliquée. Et jusqu'à ce que Super Aleste sorte, il n'y a aucun shoot qui tournait normalement. Super R-Type qui était ridicule. Comparé au NEC, il ramait, enfin c'était très très beau, mais dès qu'il y avait plus de 15,5 à l'écran, le jeu c'était un slideshow. Gradius 3 qui était un scandale. Gradius 3 c'était un jeu de sortie. Même Final Fight. Aux États-Unis, au Japon après, juste un mois après. Même Final Fight qui était très très beau. Tu dis putain, c'est l'arcade à domicile. Oui, mais en fait tu joues tout seul. Là où Street of Rage, tu jouais à deux, t'appelais les flics, tout se passait bien. Là, Final Fight déjà tu jouais seul et mais j'ai adoré. T'avais un perso en moins. Ouais, t'avais un perso en moins. Quand les mecs te balançaient des tonneaux sur la gueule, ça ramait. Les sprites disparaissaient. Alors que le Final Fight Mega CD qui est sorti un peu plus tard, lui il était nickel. T'avais deux persos à l'écran. Il était presque arcade perfect. Voilà. Mais la Super Famicom, la première année c'était magnifique parce qu'il y avait tout un tas de hits. Mais moi je me souviens parce que c'est l'époque où j'ai commencé à bosser à Joypad, c'était l'été 91, donc l'été de R-Type et de Goemon. La Super Famicom c'était génial, mais ça ramait. Il y avait des réticences. Il y avait la bien techno, sûr, quoi. Bien sûr, c'était il a encore. Vraiment fallu l'apprivoiser, quoi.
Bah, c'était une période où les shoot 'em up étaient encore rois, donc... Moi, j'ai vraiment aucun a priori sur le fait que ça ramait, ou les clignotements, ou les choses comme ça. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est le jeu lui-même. Et ok, c'est vrai que Gradius 3, il rame, et ça clignote dans tous les sens, mais putain, tu regardes ce jeu aujourd'hui, et tu fais waouh, c'est quand même, ils avaient... Et c'est vrai que rien que Mario World, ils ont eu du mal à finaliser un prototype, parce qu'ils trouvaient que le jeu se rapprochait beaucoup trop de Mario 3. D'ailleurs, à la base, ils se demandaient pas si Mario 3 n'allait pas faire le gap un petit peu comme Twilight Princess à l'époque entre Wii et GameCube, s'il n'allait pas également le sortir sur Super Famicom. Il s'est avéré que la Super Famicom a été longuement retardée en fait. Elle a mis 2 ans à sortir par rapport à la date prévue initialement, puisque en parallèle il y a une explosion aux États-Unis de la NES, la Game Boy, et du coup Mario World a quand même pris le temps, et quand il est sorti c'était quand même assez hallucinant d'avoir autant d'inventivité. Bah le Yoshi, les mondes, il y a plus de 100 niveaux, enfin ça n'existait pas les jeux de 100 niveaux, enfin si tu comptes les niveaux sortis, voilà, mais si tu comptes en plus les bonus, les machins, enfin c'est gigantesque. L'invention des Ghost House, enfin tous ces trucs qui ont et puis on le sous-estime beaucoup, mais Actraiser c'est un jeu extraordinaire. C'était un jeu, c'était un mélange de Rastan Saga et de Populous. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, quand on dit on va mélanger Populous et Rastan Saga, c'est un jeu de Quintet qui est aujourd'hui désormais défunt, et dont la musique est assurée par Yuzo Koshiro. Mais d'ailleurs, il fournit le jingle des Gaijin. Un petit trivia de légende, c'est en entendant les musiques de Actraiser que Nobuo Uematsu a tout refait les musiques de FF4, et c'est pour ça qu'elles sont très belles. D'accord. Au départ, elles devaient pas être aussi chiadées, et en entendant Actraiser, ils ont fait oh putain. Toutes ces voix, voilà. Ah, on peut donc faire ça. Ah, mais Yuzo Koshiro, vraiment, à l'époque, il maîtrisait. Qui fait aussi bien de la techno que. Bah, tu te rends compte qu'il a enchaîné Actraiser et Street of Rage. Et Street of Rage, Shinobi. Ah non, Yuzo Koshiro est une légende. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à la Super Famicom, bon, au Japon, effectivement, elle a écrasé tout le monde, mais. En Occident, les gens qui faisaient de l'import, c'était super bien la Super Famicom, mais c'était pas évident qu'il fallait jeter sa Mega Drive ou sa PC Engine tout de suite. C'est-à-dire que les jeux de plateforme étaient vachement mieux sur Super Famicom, parce qu'on a vécu Super Ghouls and Ghosts, Castlevania, tout ça, c'était vraiment excellent. Et puis d'autant plus que c'était encore l'époque où Nintendo arrivait à exiger des éditeurs tiers de ne pas faire de jeux ailleurs. Mais voilà, 91, t'avais beau avoir le nouveau Castlevania et le nouveau Ghouls and Ghosts sur Super Famicom. Si tu voulais jouer, t'avais Street of Rage sur Mega Drive, t'avais Shining Force qui arrivait, et Sonic, t'avais Sonic était vraiment fait pour contrôler la Super NES. Voilà, Sonic, et tu pouvais pas le faire sur Super NES, ça allait trop vite. Et enfin, souvenez-vous de ce jeu, je sais même pas pourquoi j'en parle, Bubsy, qui a été le premier jeu de plateforme à peu près rapide sur Super NES. Avant, tu speedais beaucoup moins. Juste pour le fun, je suis allé piocher dans la presse française. Et donc de l'époque. De la presse française de l'époque. Et donc là, c'est les fameux guerres des consoles, console plus tilt. Et, quelle année Ah bah là, on est en première année. C'est l'année, c'est 91-92. Donc là, je pense que c'est celui qui. Merde, attends, j'ai pas la date. Oui, c'est 91-92. Et donc du coup, déjà, il y avait un an de Super Nintendo quand même. Conclusion. Alors il y a 3 conclusions. Putain, console plus, qu'est-ce qu'il foutait à l'époque. Et je dis ça avec autant de passion que je travaille avec Balance. La Super Nintendo est plus puissante. Elle profite de nombreuses possibilités graphiques, rotation, meilleure résolution, etc. Mais bien programmée, la Mega Drive peut tout à fait tenir la distance. C'est pas faux. Deuxième conclusion, la Mega Drive profite d'une Logitech bien plus impressionnante que celle de la Super Nintendo, c'est sûr. C'est vrai qu'il y avait quand même 3 fois plus de jeux. Mais pour ce qui est du futur, ça devrait s'équilibrer. Support CD pour les 2 consoles, déjà disponible pour Mega Drive, en préparation pour Super Nintendo, titre fameux des 2 côtés. Alors, Mega Drive ou Super Nintendo? Sinon, la conclusion pourrait être celle-ci. Si vous voulez la console la plus douée techniquement, c'est la Super Nintendo de Nintendo. Voilà, putain, ce truc est mal écrit. Vous voulez la console la mieux dotée en cartouches de jeu? Cartouches? C'est la Mega Drive de Sega. Écoute, aujourd'hui ça fait rigoler, mais dans le contexte de l'époque, c'est tout à fait vrai. Il y avait quand même beaucoup plus de jeux. La Mega Drive sortie en 88. Et Electronic Arts débarquait sur Mega Drive, c'est ça aussi. Et je vous le dis avec autant plus de certitude que moi j'étais un Sega fag, et j'avais pas de Super Nintendo, mais presque comme un acte militant, moi. Genre, pour moi, j'étais vraiment un Sega Kid. Pour moi, Phantasy Star, c'était ma vie.
Le jour où j'ai vu des photos en import, dans un magazine import espagnol, j'avais vu oh putain, ça a l'air extraordinaire, ce jeu était Shining Force. Moi, Sega était vraiment. Je me suis mis assez tard la Super Nintendo, pour moi c'était la console des bourges, tu vois. Est-ce qu'on parle pas également d'âge d'or aussi au regard de cette concurrence quand même effrénée, la première vraie guerre des consoles qui a fait que chacun s'est vraiment tiré la bourre avec de part et d'autre. Et oui, vrai gros titres. Maître Sega. Ouais. Il fallait. Genesis does what Nintendo. Mais il faut voir aussi que les États-Unis, ça vient surtout à cause des États-Unis, et aux États-Unis, la Nintendo avait une espèce de Genesis. Genesis c'était vraiment le truc un peu popu. Et c'est vraiment quand je disais c'est la console des bad guys. Hein, souviens-toi quand Mortal Kombat est sorti, ça saignait pas sur Super Famicom. Non mais Notorious B.I.G. Il plaçait Sega Genesis. Tu vois, il était fan de ce qu'on appelle la Mega Drive chez nous. Et il faut pas oublier qu'on venait d'une période où jouer aux jeux vidéo se disait to Nintendo. Ouais. Genre ça se disait vraiment you're doing your Nintendo. Et du coup Sega a complètement balayé cette espèce de. Ils sont devenus ils ont réussi à ringardiser en fait. Ils ont été malins parce que d'une part ils ont joué sur le fait que les jeux Mega Drive étaient vachement plus agressifs, vachement plus adultes, et ils ont réussi aussi à très vite faire des jeux américano-centrés, ToeJam and Earl, Cool Spot, enfin tout ça, ça parlait vraiment à la pop culture américaine du début des années 90. Ouais. Ce que Nintendo n'avait pas en fait. Ils avaient le meilleur et ils avaient le plus beau Aladdin. Le plus beau Aladdin, oui. La nuance est importante. Mais je n'en démords pas. Pour moi, la première année de la Super Nintendo, c'est la plus grande année du jeu vidéo japonais. Tu penses? Ouais. C'est pas 94? Avec 98-99. Qui est quand même, genre tu enseignes Xenogears. Enfin je veux dire il faut dire 98-99 parce que t'as Symphony of the Night. Oui non mais là c'est la grande période de Square Enix, enfin de Square. Et qui s'arrête vraiment genre comme un coup près avant la Dreamcast avec Radiant Silvergun quoi. Ouais. Après il y a enfin on va pas faire des débats, mais pour moi, un autre débat sur les meilleures années. Non mais pour moi c'est vraiment la plus grande période du jeu vidéo de japonais. Genre on n'a jamais été au 94-95 les jeux pourris c'était les Final Fantasy VI, Chrono Trigger, tous ces jeux alors j'adore FF6, Chrono Trigger, on peut pas nier son importance et tout, mais tu passes à Zelda, face à une même année où t'as Mario World, t'as Zelda 3 et FF4. Je sais pas. Et en plus, si tu veux, on peut jouer sur le truc et étendre l'année à 91-92. Et là, la Super Nintendo terrasse tout le monde. Ah, attention, parce que 92, c'est l'année Shining Force, c'est l'année de Far East of Eden 2. Non mais Far East of Eden, il faut le replacer dans son contexte. Pour moi, c'est le premier jeu AAA japonais. C'est la première fois qu'on utilisait un aussi gros budget pour un jeu vidéo au Japon. Il n'y a jamais eu de budget aussi gros pendant des années. C'était pharaonique. C'était un premier jeu CD-ROM. Ils avaient Joe Hisaishi aux musiques. Voilà, ils avaient pété la titré du studio Ghibli. Ils avaient pété la tirelire pour Joe Hisaishi. C'était n'importe quoi. Et c'était en face de Street Fighter 2 quoi. Ouais, Street Fighter 2 qui est quand même le jeu tournant de l'histoire de la Super Nintendo. Clairement. Alors, oui et non, parce que ça a été aussi le jeu qui a décidé, Capcom, Konami et tout ça, à casser l'exclu en voyant justement que la Mega Drive cartonnait aussi aux États-Unis. Et Capcom a fait ses comptes, il a dit bon ok, on vous file Street Fighter 2, mais on pourrait doubler les ventes rien qu'en le portant sur Mega Drive. Et à partir de là, Konami a fait pareil, parce que c'était l'année aussi de Turtle in Time. Et donc ils ont remis, alors ils ont un peu subtilement triché, c'est-à-dire que le titre n'était pas exactement le même. Même le contenu, c'était Street Fighter 2 Prime Alpha, Champion Édition. Super Champion, je sais plus. Les Tortues, pareil, il avait un titre un petit peu différent, ils avaient rajouté ou enlevé un niveau, enfin c'était assez subtil. T'avais plus les zooms et t'avais moins de niveaux. C'était moins intéressant en fait, c'était vraiment la sous-version. Oui, mais enfin. Tu pouvais plus dire t'as une Mega Drive, t'auras pas les jeux Konami et t'auras pas les jeux Capcom. Tiny Toon aussi, qui est ressorti dans une autre version, un peu moins bonne aussi. Et puis après, t'as carrément eu des jeux japonais originaux pour Mega Drive hors Sega. Par exemple, t'as eu Castlevania, t'as eu Armor Knight, tu sais la taupe là avec son armure. Oui, Rocket Knight, pardon, Rocket Knight. Armor Knight, je sais pas pourquoi Rocket Knight Adventure. Qui aurait pu très bien être la mascotte de Konami. Mais c'était le but. Oui, c'était le but. Il a été présenté comme la future mascotte de Konami, et le jeu a moyen marché, donc il n'est pas devenu la future mascotte. T'as eu les Animaniacs, enfin t'en as eu plein,
Moi, je suis assez fan de... En jeu japonais, pour le marché américain, moi j'étais assez fan de Batman et Robin. Qui était incroyable. Extraordinaire de Konami et, sur Super NES, qui est jamais sorti au Japon. Ouais. Mais genre voilà, c'est vraiment pour le marché US. Mais malgré tout, non, Street Fighter 2 jeu pivot. Enfin, oui, pardon. C'est quand même lui qui a. Ah non, mais en fait, c'est le jeu que tout le monde a joué, c'est le jeu que tout le monde voulait, oui, que tout le mais monde s'est arraché. Oui, mais finalement, quand tu regardes les ventes, 1300 francs, le fameux. Oui, mais finalement, quand tu regardes les ventes, c'est pas le jeu le plus vendu sur Super NES. Ça a été le jeu le plus désiré, peut-être. Ouais, il a fait quand même 6 millions, hein, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Et surtout, c'est un jeu que t'avais toujours un mec qui l'avait dans ton entourage et t'allais y jouer l'après-midi. Exactement. C'était l'arcade à domicile, l'arcade gratos. Hein. Enfin, attends, t'avais 8 personnages. Même si la version est quand même très très loin du jeu d'arcade. Le jeu d'arcade était tellement en avance sur son temps que. Oui, mais à l'époque, on voyait. On voyait pas la différence. Nous, on était trop joyeux. Enfin, on la voyait, mais on voulait pas l'avoir. C'est vrai que. Non, il y avait. Puis avec les 4 boutons en façade et les 2 latéraux, là. Ouais. On se galérait bien à l'époque. Sortir un Shuriken, c'était l'exploit. Hein. À l'époque, oui. Et on avait mal oui, la manette Super NES, au bout d'un moment, elle nous avait défoncé. Après, t'avais le petit bourgeois, il disait non, bah attendez, moi j'ai ça sur ma Neo Geo, y a pas de problème. Moi j'ai Fatal Fury 2 sur ma Neo Geo. Bah ok, on arrive. On arrive à 12 chez toi. Ouais, mais oui, donc Street Fighter 2, jeu quand même majeur du. Ouais, il a fallu attendre Street Fighter 2 pour que vraiment la suprématie se dessine, mais là, après Street Fighter 2, c'est l'effet Final Fantasy 7. Il y a quand même aussi en France un jeu fondamental qu'on sous-estime peut-être, c'est Dragon Ball Z, Super Butoden. Oh que oui. Ah putain. Ok oui. Qui lui a vraiment. Genre c'était, tu as vu ces personnages à la télé, maintenant tu revis la même chose. Et surtout c'était en plein Dragon Ball Mania. Ah ouais, tu revis la même chose. Et alors, la bonne. On arrive à la fin de Freezer en 93. La bonne idée de ces jeux, c'est d'avoir inclus pas mal des gimmicks de la série, c'est-à-dire tu les voyais se transformer en Super Saiyan. Les voix digitalisées, franchement, il était en avance sur son temps au niveau des voix digitales. Et tout ça, tu sais, on voyait les persos se transformer en Super Saiyan et tout. On retrouvait vraiment des gimmicks importants qu'on voit. Et du coup, les gens ils craquaient juste pour voir Sangohan en train d'enlever sa cape. Mais c'était une super idée de pouvoir se séparer, de voler, d'envoyer les caméras en haut à gauche, en bas à droite. C'était vraiment très très malin. Je me souviens encore du Super Game Show 93 où il était en démo, le 2. Sorti la démo du 2. Ouais, ils avaient une ROM. Qui n'était pas encore sorti au Japon, qui sortait en décembre. Et donc le Super Game Show c'était autour de novembre. Ouais, c'était hallucinant. Il y avait un attroupement autour de ce jeu-là. Mais c'était hallucinant. Et en plus, t'avais un petit japonais en costume qui était à côté. Le mec était venu en mode Osef, quoi. Et je pense qu'il était pas préparé à ça, quoi. Je pense que c'est ça qui leur a dit. On devrait le sortir en France. Ça a bien marché. Alors, il faut dire un truc aussi sur la VF de ces jeux parce que elles étaient faites. Tu sais, ils avaient pas beaucoup de place pour placer les caractères et du coup. C'était très simplifié. Ouais. Du coup, plutôt que dire capitale du Nord, ils disaient Norsk. Voilà. Et je leur en veux beaucoup parce que Piccolo a vraiment les répliques les plus débiles du cosmos alors que c'est quand même le personnage le plus badass. On me retire pas de l'idée que Piccolo c'est le vrai héros. Un podcast Dragon Ball. Ah putain, ça serait tellement bien. Nous trois en train de parler de Dragon Ball pendant 2 heures. Et il y a surtout un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est quand même la longévité de la machine. Parce qu'elle a quand même résisté à la vague PlayStation Saturn pendant relativement longtemps. Oui, au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Grâce à... Il y a eu Tales of, il y a eu Star Ocean. Il y a eu Dragon Quest 6, Star Ocean. Ouais. Il y a eu Fire Emblem Traka 776. Mais c'est vrai que c'est DQ6 qui a vraiment tenu pendant longtemps. Et Fire Emblem Traka 776, en plus c'était initié le jeu sur Power. Cartouche. Oui. On pouvait aller dans les Lawson. Alors je l'ai fait pour essayer avec Traka. T'achètes une cartouche vierge et t'allais dans les Lawson, tu posais ta cartouche. C'était le nouveau disque système. Alors moi j'avais absolument rien compris à comment ça marchait. Et le mec il m'a vu, oh là toi le petit blancos, le petit white, et il m'a complètement pris par la main. Il te mettre l'étiquette ensuite, comment ça se passe? Non, là, moi j'ai ma cartouche. J'ai encore la cartouche vierge et tout. Avec une ROM flashable. Mais en fait tu foutais ton truc, mais en fait c'était une gruge en fait. C'est pas exactement ça qui te le faisait. Moi, il m'a dit donne-la moi, je vais te le faire. Et il me l'a rendu. Parce que normalement, tu pouvais arriver et toi-même faire l'opération. Mais en fait, non, c'était plus compliqué que ça. Mais comme à l'époque du disque système, t'arrivais avec ton disque vierge et puis on te réinscrivait un jeu dessus. Et puis bon, Nintendo a quand même essayé de Satellaview, qui est quand même un peu le précurseur du cloud gaming, si tu réfléchis, avec le. Alors, il faut expliquer ce qu'est le Satellaview. C'était une. Il y a pas beaucoup de gens. Celui-là, il y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, je pense. C'était une machine qu'on foutait sous la Super NES et qui permettait de se connecter par satellite pour aller littéralement télécharger ces jeux dans ce qui sera un jour le cloud, quoi. Il y avait une chaîne qui s'appelait Sengiga et des références à Senseiya évidentes.
Et il y a eu quelques jeux, et en fait ils en ont profité pour faire des tests de jeux surtout, c'est-à-dire des versions alternatives. Le fameux Radical Dreamer dont tout le monde rêve. Radical Dreamer qui est... Radical Dreamer, alors c'est quoi exactement? C'est un spin-off proto Chrono Trigger. Chrono Trigger, Chrono Cross. Chrono Trigger Cross. Fait un petit peu à Chrono Cross. Et souvent il est utilisé comme gimmick, c'est-à-dire Radical Dreamer, il l'utilise comme mot d'appel pour... les vrais ils savent, tu vois. Les musiques, ils les signent, genre, c'est la musique de Radical Dreamer, tous les vrais savent ce que c'est. Mais non, et donc du coup ils avaient vraiment des suites dans les idées. Alors évidemment on n'a pas vu le fameux CD-ROM et peut-être tant mieux. Alors là il a émergé, je sais pas si vous avez vu, il y a un ancien employé de la société qui réalisait ce CD-ROM qui en a récupéré un proto, qui refuse de le vendre et qui fait le tour des conventions dans le monde entier pour le montrer. Alors bon, il n'y a rien qui tourne dessus parce qu'il n'y a pas de jeu, mais ils ont joué avec. Le combo fonctionne, ils ont lancé il est beau, hein, c'est une belle machine, bien grise comme dans les années 90. Ça aurait pu être extraordinaire, mais moi j'étais un Sega fag et du coup j'ai acheté... Alors que le Mega CD c'était tellement nul à J'ai acheté le Mega CD. Ah mais non, pour moi Mega CD était vraiment chouette. Ah non. C'était plastoc. Hein. Ah non, d'abord j'adorais le design. T'avais un niveau de finition sur le CD-ROM PC Engine qui était tellement loin du plastoc. Mais moi Mega CD. j'aimais bien c'était le premier tiroir. Hein, oui, c'est vrai. Le premier tiroir. Et moi il y avait beaucoup les jeux Wolf Team, et moi j'étais très Wolf Team. Enfin, c'était pas les meilleurs quand même. D'accord, mais moi, Ernest Stevens, aujourd'hui, j'y rejoué avec plaisir. Que le personnage. On va faire un petit défi. Qui est Ernest Stevens? Non, mais moi j'ai Ernest Stevens. J'ai pris ma Mega Drive, j'ai vendu ma Mega Drive. Non, mais attends, Ernest Stevens, on a l'impression qu'il a une attaque tous les 3 pas. Mais moi j'aimais bien cet univers, et les jeux Wolf Team, ils avaient une espèce de. En plus, il y avait, en fait, les musiques étaient beaucoup. Motoi Sakuraba et tout. Bon, et plutôt que de parler de l'âge d'or du jeu vidéo, parce que là ça prête à débat, est-ce qu'on peut dire que c'était l'âge d'or du jeu 2D? Ça, c'est quand même largement facile. Oui, complètement. Et en même temps, et aussi, on avait aussi des petites innovations 3D. Enfin, je veux dire, tu parles de Super Nintendo. Non, mais le soccer. Ah oui, déjà. Le mode 7, tout simplement. Le mode 7 qui vraiment. Qui donnait l'illusion de perspective. Et anecdote amusante, les Japonais ne savent pas ce que c'est le mode 7. C'est une appellation d'ici. On ne sait pas qui l'a inventé, le mode 7. Du coup, ils se sont vengés, ils nous disent regardez, ça c'est QTE. Voilà. L'expression mode 7 n'existe pas au japonais. Ah oui. Ouais, c'est une invention d'ici, quoi. D'accord. Et moi j'ai parce que ça correspond en fait aux différents modes d'affichage. Voilà. 8, le mode 7 c'est le dernier, parce qu'il y avait le mode 0. Ouais. Et du coup, c'est une sorte d'effet de perspective un petit peu trafiqué. Mais personne ne dit mode 7 au Japon. Mon jeu mode 7 préféré, je pense, c'est quand même Captain Tsubasa 3. Avec le ballon. Alors, Captain Tsubasa 3, c'est Olive et Tom, donc. Ouais. C'est un RPG de foot. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a pas grand chose de visuel, on voit juste un personnage courir. Et l'effet de. Vous avez tous vu Olive et Tom, l'effet de terrain infini. Le terrain a l'air infini, on dirait un cylindre. Et du coup, le mode 7 sert à faire un espèce de cylindre sur lequel tu cours. T'as l'impression d'être un rat dans une roue. Mais j'adore cette espèce d'effet. Moi, au niveau des effets super impressionnants, il y en a eu 2. C'était 2 Konami. Konami était vraiment déchaîné à l'époque. C'est Contra. Qui était, les boss vibraient, ils zoomaient, dézoomaient, super protecteur en France, parce qu'il fallait pas que les Allemands voient des gens mourir. et est-ce que vous vous souvenez d'Axelet? Axelet, qui était, là pour le coup, ça c'était du mode 7 avec les rochers qui déboulent comme ça, les rivières de lave. Je pense que Axelet a sans doute peut-être mes musiques préférées de Super Nintendo. Moi, mes musiques de shoot préférées, c'était quand même Super à l'Est. Ouais. Et pour moi, le meilleur shoot, si on en est à dire, pour moi, le meilleur shoot de la Super NES, c'est Super à l'Est quand même, qui est déjà l'héritier spirituel du Gunnet de la PC Engine, qui est pour moi l'un des plus grands shoots de tous les temps. Et Super à l'Est, c'était le premier shoot de up qui ne ramait pas. Tout simplement. Je suis Team Axelet, mais sinon Star Fox, quoi. Je veux citer Pop and Tweetbee, donc je suis complètement validé. Mais au niveau musique, c'est vrai que c'était complètement hallucinant. Et Star Fox, c'est... quand tu le revois encore aujourd'hui, je pense que l'erreur de... on l'a relancé, il a quand même pris cher dernièrement avec la Retro Freak, là, la fameuse machine. Tu sais quoi Retro Freak. Non, mais c'est l'émulation parfaite. C'est pas l'original. Oui. mais là, je pense que Star Fox Zero aurait vraiment gagné beaucoup de crédit pour moi. C'est de le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec la 3D. Super dénué. Super dénudé. Alors, ça n'aurait pas intéressé grand monde, à part moi et peut-être vous deux. Il faut le vendre quand même. Mais voilà, il faut le vendre. Mais moi, je pense que c'est ça que j'aurais adoré voir. Non, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que la Super Nintendo, c'était les vrais concepts qui étaient nés sur Famicom ont vraiment explosé et étaient peaufinés
de toutes les manières possibles, dans tous les genres possibles, en 2D sur Super Famicom. On va dire que c'était vraiment l'extension créative. Fin NES, fin Famicom, début Super Famicom, pour moi c'était l'âge d'or de l'industrie, dans le sens où, de l'aveu même des éditeurs de jeux de l'époque, n'importe quelle merde se vendait 100 000 exemplaires. Ouais. Genre les Dodgeball Ultraman, enfin toutes ces saloperies là, t'en vendais 100 000, enfin les Heracles 4, enfin tu vois tous les trucs. Le truc, alors avec Heracles 4, attends, ils ont 2 programmeurs sur les Heracles 4, moi je veux quand même les respecter, mais non, le truc c'est que en fait on n'avait pas de chiffre de vente précis en fait. T'avais des estimations. Non, Famitsu c'était les estimations Famitsu. C'était pas des. Non mais enfin tu te doutes bien que comptablement les éditeurs ils les avaient les chiffres. Ouais bien sûr, mais les chiffres de vente précis il n'existe pas. Je regarde souvent les vieux Famitsu avant de m'en débarrasser. Non, c'est des estimations. Et d'ailleurs c'était drôle parce que t'avais des magasins au Japon qui avaient le sticker avec le renard de Famitsu qui disait ici les ventes sont comptabilisées par Famitsu. Et donc du coup c'était des chiffres très très éloignés de la réalité. Donc c'était un acte militant que d'aller acheter ton jeu dans un magasin agréé Famitsu, parce que du coup tu dis mais mon exemplaire va être pris en compte. Le moment où les chiffres de vente Famitsu sont devenus un peu plus fiable, je pense que c'est le passage à la PlayStation. Le passage à la PlayStation, tu as vraiment vu... Le passage à la PlayStation, c'est aussi... après, là, on va parler de la société japonaise, mais ça a été aussi l'explosion de tous ces gros magasins d'électroménager qui faisaient aussi de jeux vidéo, genre Big Camera, Sakuraya, qui n'existe plus aujourd'hui, Yodobashi Camera. Avant, les gens, ils achetaient leurs jeux vidéo dans des magasins de jeux vidéo. Et les gros ont commencé à faire du jeu vidéo vraiment... alors, ils le faisaient déjà avant, mais ils ont commencé à faire un étage entier de jeux vidéo, avec l'arrivée de la PlayStation qui prenait justement des rayons entiers, parce que cohabiter quand même la Super Famicom, la Mega Drive, la Saturn et la PC Engine et la PlayStation et la Game Boy, enfin tu vois, il y avait énormément de machines qui vivaient ensemble. Puisque tu parles de société japonaise, est-ce que toi, quand tu discutes avec les développeurs, tu peux mesurer l'héritage de Super Famicom qu'est-ce qu'ils t'en disent? Est-ce que pour eux c'est quand même dans l'état d'esprit japonais, est-ce que c'est vraiment une console qui a marqué son temps, ou est-ce qu'il y a quand même plus large place à la Famicom, ou est-ce que d'autres ont pris le relais? Complètement, parce que regarde, la PlayStation fête ses 20 ans. Donc c'est-à-dire que les gens qui jouaient à la PlayStation quand ils avaient 10 ans, ils ont 30 ans aujourd'hui. Donc c'est l'âge où tu rentres dans l'industrie japonaise. Mais la Super Famicom, elle a 25 ans. Donc tu rajoutes 5 ans au compteur, et c'est des gens qui sont aujourd'hui à des postes clés, genre directeur, planeur, producteur. Et donc c'est des gens qui ont commencé à jouer à la Super Famicom, qui sont aujourd'hui au poste clé du jeu vidéo japonais. Moi, les développeurs que je rencontre aujourd'hui, c'est des gens qui disent mon premier jeu vidéo c'était Street Fighter 2 ou Final Fantasy 4 ou ActRaiser ou Super Mario World. C'est pas des gens qui ont commencé à jouer avec Super Mario, ils ont commencé à jouer avec Super Mario Kart. Maintenant on a un basculement d'âge. 4 pardon. Là, par exemple, j'ai rencontré les mecs de Dragon Quest Heroes. Et le mec, il a commencé avec la Super Famicom, et il dit ça fait bizarre parce que je voyais toujours le nom Yuji Horii au tout début des jeux Dragon Quest, et là maintenant ça y est, je bosse avec Yuji Horii, il bosse avec Yuji Horii, et maintenant il a commencé son premier Dragon Quest, c'était sans doute le 5, et maintenant il travaille sur le 10-11 quoi. C'est comme moi avec Greg de Joypad en fait, c'est la même chose. Je suis vieux. Attends, tu es vieux, mais en même temps là t'as une Xbox, alors elle fait oui, je me suis permis d'amener cette Xbox parce que je trouve ça injuste. On fête les 25 ans de la Super Famicom et on ne fête pas les 10 ans de la Xbox. Mais en fait 360. Non mais non mais novembre, ça va être la période des anniversaires. Il y a aussi l'anniversaire de la Saturn. Oui, tout à fait. Qui est la Saturn est sortie il y a 94, donc elle a fêté ses 21 ans hier. On l'amène pour les gens qui nous regardent. Derrière moi. Elle a fêté ses 21 ans hier, ouais. Et alors, donc tu parlais d'injustice. Non, mais c'est vrai que la Xbox 360 c'est une console effectivement marquante, et je dirais même à la limite peut-être plus marquante que la PS3. Complètement. Ah non, mais pour moi surtout la Xbox. Pour moi la Xbox 360, même si finalement c'est la grande gagnante de cette génération, pour moi la Xbox 360, jouer à la 360 pour moi c'était un acte militant parce que c'était la console au final où il y a eu le plus de jeux japonisants. C'est vrai.
C'est-à-dire que non, je pas dire ça. Ah bah si, sur une longue période. Sur une longue période, tu voulais vraiment jouer aux jeux japonais, il fallait jouer à la 360. Oui, mais parce qu'elle était sortie avant, mais après, elle était sortie un an avant. À un moment, il y a eu un cap et après c'était fini. Il y a eu un cap, mais il a fallu attendre que les jeux PS2 transitionnent sur PS3. Ouais, mais c'était le même cap. Regarde, par exemple, moi j'aime les shoots. Aucun shoot sur PlayStation 3 quasiment. Ils sont arrivés après, mais c'était des conversions. Mais voilà, excuse-moi, Mushi Mesama, Dodonpachi, tout ça, ils étaient sur 360. Ça c'était la niche shoot'em up japonaise. Voilà, la niche japonaise, elle était sur 360. Les jeux de drague, les jeux de cul, ils étaient sur PSP et sur 360. Ça c'est parce que c'est une console qui meurt. En général, les jeux. Non, c'est parce que les gens, ils avaient c'est parce que les développeurs japonais avaient des. Mais si, ils avaient des aides au développement. C'est-à-dire que Microsoft, il a été très malin. Bon, malin sans être malin, mais il s'est dit bon, il faut absolument que la 360 perce au Japon parce que la vieille Xbox, on se l'est mangée, donc on va faire en sorte que la 360 perce au Japon, et ils ont filé de la thune aux Japonais en disant tenez les enfants, achetez ce que vous voulez, et c'est comme ça qu'on a eu des Blue Dragon, c'est comme ça qu'on a eu des Lost Odyssey, à l'époque où t'avais pas un seul RPG sur PS3. Tu parlais des jeux de drague, non, les jeux de drague c'est plus spécifique au marché japonais, les jeux de drague apparaissent sur une console quand elle est en train de mourir. Oui, non mais c'est d'accord, mais genre après, sur on la a quand même Saturn, Vesperia, Eternal Sonata, enfin des projets Star Ocean 4, même si c'est pas forcément que des grands hits qui sont restés dans les mémoires. C'était la seule console où tu pouvais jouer à des jeux japonais. Infinite Discovery, The Last Remnant, qui est jamais sorti sur PS3 alors qu'il est toujours dans les top Famitsu des attentes. On a vérifié d'ailleurs semaine après semaine. On s'est moqué justement du rédac chef de Famitsu quand il est venu en France et qui m'a offert donc ce Famitsu avec le Zelda en couverture. On a regardé parce qu'il me dit ah bah tiens c'est marrant pourquoi vous regardez les trucs de sortie. Je dis bah parce que ici en France depuis 20 ans la presse française on vérifie toujours si tel jeu a été annulé ou pas en regardant les plannings de sortie Famitsu. Et on a regardé, et effectivement, il y avait encore Last Remnant sur PS3. Et il me dit, mais il y a personne. Enfin, comment c'est possible? C'est des mecs qui ont voté à l'avance pendant 10 ans. Ouais, c'est pas possible. C'est comme Ivan Lendl qui était champion alors qu'il jouait plus, quoi. Non, c'est pas ça. Il a pris des points d'avance. Tant que Square Enix ne l'a officiellement pas annoncé comme abandonné, il n'est pas abandonné, c'est un projet en cours, même s'il n'y a personne qui bosse dessus. Mais non, il n'a pas été officiellement abandonné. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'ils vont attendre la PS5. Puisque tu fais les anniversaires, est-ce que tu veux te sentir vieux, Pouillot? Oui, je sais que tu veux te sentir vieux. Je veux bien. Après, on va quand même conclure sur la Super Famicom, juste. Ouais, parce que l'année prochaine, c'est qu'on fêtera les 10 ans de la Wii. Là, tout le monde s'est senti vieux. L'année prochaine, on fête les 20 ans de Pokémon. Voilà. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Non, donc pour simplement conclure sur la Super Famicom, parce que là, on est parti un peu à droite à gauche. Comme d'habitude. Mais c'est normal, c'est l'émission, c'est Gaïdi Nash. Quel est l'héritage aujourd'hui de la Super Famicom et est-ce que quelle est sa place aujourd'hui et pourquoi est-ce que finalement on continue d'y jouer, que ce soit sur console virtuelle, que ce soit sur pas mal de machines, même l'émulation, généralement quand tu joues à de l'émulation c'était une console d'astuce, c'est-à-dire que comme elle était très difficile à programmer, les développeurs japonais ils fonctionnent pas du tout comme les développeurs américains. Les développeurs américains ils veulent une machine balèze et une fois qu'elle est balèze, ils foutent des textures à gogo. Voilà. Les japonais c'est tout le contraire. Les japonais c'est alors ça fait con de dire ça, c'est des petits artisans et donc du coup ce qu'ils aiment eux c'est tricher. Et ils aiment contourner les limitations des machines. C'est pour ça qu'on a eu des jeux extraordinaires sur les machines qui étaient finalement pas si balèzes que ça. Mais voilà, la Super NES, ça a été vraiment une épopée de programmation parce que tout ramait. Enfin, cet épisode extraordinaire où au final on arrive à faire des jeux qui ne rament pas parce qu'on fait gérer les sprites par le processeur sonore. Enfin, tu vois, c'est des anecdotes absolument hallucinantes. Et enfin toutes les astuces qu'ils ont découvert chez Konami notamment pour faire du zoom dézoom, pour pouvoir faire des déformations, des transparences, c'était des effets qui étaient câblés. Mais après tu pouvais pas tous les utiliser en même temps. L'association mo5.com a fait un énorme article justement où ils ont complètement démonté la console. Ils ont expliqué toutes les difficultés. C'est-à-dire que c'était une console qui était très puissante. Mais ça demandait énormément d'astuces pour tout faire fonctionner en même temps. Et les derniers jeux Super Famicom, comme par exemple Yoshi, ils font des choses qui n'étaient techniquement, normalement, pas possibles. Ils utilisent des effets à gogo qui n'étaient pas censés fonctionner en même temps. Et c'était une console d'astucieux. Et c'est pour ça que les jeux ont été aussi inoubliable, c'est parce que les gens ont transpiré sur la Super Famicom, les développeurs ont transpiré dessus. Ils ont transpiré, et j'ajouterais aussi, c'est que techniquement, la console, on l'a pas vu, mais elle a évolué. Enfin, il y a eu le FX,
qui est arrivé, mais ensuite il y a eu les cartouches qui ont doublé de place, qui ont triplé de place, et ça c'était vraiment des révolutions invisibles, mais en termes de jeu, tout d'un coup, t'avais des voix digites, t'avais des génériques, pour Tales of Phantasia, il y avait les chansons, et en fait, ce qui est génial, et c'est pour ça que la Super Nintendo est restée, c'est que quand même c'est une console d'artistes en fait. C'était des mecs qui se débrouillaient, parce que là, tout d'un coup, ils pouvaient aller plus loin dans le pixel art, ce qu'on appellera plus tard le pixel art. Maintenant, les gens sont nostalgiques de ça, mais Super Nintendo, oui, t'avais quand même la résolution qui était limitée par la télé, et du coup, les gens avaient plein de couleurs, donc d'un seul coup tu te disais je vais pouvoir dessiner des trucs, et puis non, en fait très vite t'étais limité, donc il a fallu tricher. C'était la première fois où les personnages pouvaient se rapprocher de ce que tu voyais à la télé. C'était aussi le moment où on pouvait espérer l'arcade, enfin, ce qui n'est pas vrai, mais tu pouvais espérer avoir Mortal Kombat presque pareil qu'en arcade. C'était vraiment le temps des espoirs. Tu avais et puis surtout quelle armada de jeux. Enfin, on l'a dit, tu commences avec Super Mario World, ensuite même pas un an plus tard t'as Zelda, alors que bon, dès 92 tout le monde s'est mis à faire des cartouches, hein. Alors là c'était et puis c'est la console de l'avènement du RPG, et sans aucune contestation possible, genre entre Final Fantasy, Dragon Quest et tout d'un coup on avait plein de petits RPG. C'est le début du Tactics RPG avec Fire Emblem. Il y a vraiment c'était vraiment, et tout pouvait devenir quelque chose d'intéressant. Enfin, je veux dire, il y avait des flopées de RPG moins intéressants, et pourtant tout le monde y jouait, que ce soit le Madara. Enfin, on avait Seven Saga, qui est un jeu assez culte parce qu'il est atroce, et c'est celui qu'Enix a choisi de sortir sur Super Nintendo. On n'a jamais vraiment su pourquoi. Non, c'est vraiment, il y avait plein d'espoir. C'est une console qui faisait vraiment rêver. Autant la Neo Geo était la console de luxe, elle faisait pas autant rêver que c'était comme acheter un canapé cuir, tu vois. Oui. Mais là, mais en là, location. Mais là, Super Nintendo, tu savais que tu pouvais vraiment espérer quelque chose de flamboyant dans le jeu vidéo, quoi. Moi, je dirais que c'était synonyme de jeu profond. Ouais, c'est vrai. Et quand la PlayStation est arrivée, la PlayStation a cassé complètement le. Alors, pas la première année, attention. Non, parce que la première année, à part Ridge Racer et Tekken et tous les Toshinen qui t'en mettaient plein la gueule, enfin, moi, je sais que quand la PlayStation est sortie en France, enfin, elle est sortie au Japon dans le Joypad. Moi, je faisais beaucoup de résistance anti-PlayStation, parce que justement, les jeux étaient faciles. Les jeux faisaient 4-5 heures. Ouais. Les Even Gunner, je te parle sur le long Arc the Lad, mais quelle arnaque. Arc the Lad, 8 heures de jeu, quoi. Quand tu vois les photos, tu te dis putain, c'est super beau, ça va être génial, ça va être le renouveau du Shining Force, machin. Attends, 8 heures. Tu te souviens du slogan de Arc the Lad? C'était New Generation, New RPG. Mais oui, allez bien vous faire mettre, quoi. Mais heureusement, Arc the Lad 2 a complètement redressé. Évidemment, il y a eu Wild Arms et compagnie, mais au début de la PlayStation, PlayStation c'était synonyme de jeu devenu facile, court. C'est pour ça que Sony Clockwork Knight et 4 niveaux, enfin tu vois, cette nouvelle génération, elle était très belle, mais elle faisait pas tout le temps rêver non plus, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Sony a sans doute gagné la partie, c'est qu'ils ont réussi à récupérer tous les éditeurs tiers qui donnaient tous les grands jeux, mais pas forcément les plus emblématiques, mais qui donnaient aussi des super jeux tout autour, quoi. Pas genre Goemon, tu vois, tout d'un coup Goemon passait sur Sony, ensuite alors que les Goemon PlayStation étaient quand même très très loin du Goemon sur Super Famicom. Mais tu peux nous le remettre d'ailleurs, s'il te plaît? Bien sûr. Cette musique était extraordinaire. C'est la première année de la Super Nintendo. C'est vrai. Août 91. Quel jeu. Quelle musique. Non, mais Konami, les musiques, vraiment. De toute façon, le son de la Super Nintendo, je pense que restera jamais gravé dans nos mémoires. Il y a un truc vraiment entre les notes Super Nintendo à chaque fois que tu dis ça. Et moi, c'est l'orchestration de Zelda. La première fois que j'ai entendu l'orchestration de Zelda, j'ai fait. Quand tu rentres dans le palais de Hyrule. J'ai fait putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Cette petite intro, cette petit mouvement de percussion. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans Zelda, c'est le bruit de la pluie. Qui change quand t'es en dehors et en dedans. Enfin, quand t'es dedans et que t'entends la pluie, t'es content d'être rentré, t'as froid. Et ce qui est génial avec Super Nintendo, c'est que tu peux l'explorer. Il y a tellement de jeux intéressants. Moi, j'ai un jeu culte, c'est Evo. Je suis fan de Evo de Enix. Tu incarnes une amiibo au tout début, et tout d'un coup tu évolues en quelque chose, et du coup c'est l'époque où tout d'un coup avec la Super Nintendo tout le monde s'est mis à rajouter des trucs RPG dans les jeux, genre, et tout d'un coup les jeux d'action brutes devenaient action RPG, et c'était vraiment une période passionnante à jouer. Alors j'en parle parce que j'ai envie. Vas-y, balance. Il était arcade perfect pour le coup, c'était Camel Try.
Vous vous souvenez de Camel Try, ce jeu où tu dirigeais le niveau, il fallait faire sortir une boule juste avec L et R en faisant des rotations. C'était, j'ai perdu du temps là-dessus, c'était fabuleux. Bon messieurs, oui. Je crois qu'on a suffisamment évoqué la Super Famicom, je vous remercie. Je pense que tous les gamers nostalgiques qui nous écoutent ont vibré, ont eu les poils qui se sont hérissés. Là, on a parlé vraiment de nos expériences. J'ai juste oublié de dire un truc, c'est qu'à l'époque, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, plus Select et Start, 8 boutons. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va enfin, c'est clair, comment on va faire c'est quoi tous ces boutons? Déjà, avec la Mega Drive, j'étais bien content parce qu'il y a un bouton Start sur la manette. Parce que la Master System n'avait pas de bouton Start. Il fallait te lever pour mettre. Il fallait te lever pour appuyer sur pause. Et moi, je jouais, parfois, tu sais, je jouais avec les pieds en avant. Et j'essayais d'appuyer sur pause avec le pied. Et j'ai fait des resets involontaires à Golvelius, si t'imagines. Le truc où tu dois noter des noms de code. Il y avait R-Type sur Master System qui était super dur. Et on faisait le ralenti avec mon cousin. Donc mon cousin jouait et moi je faisais. Je tournais le bouton pause pour avoir un ralenti artificiel. Putain. Les magouilles. Toujours déjà les magouilles, hein, on le rappelle. Bon, j'avais prévu un deuxième débat, mais vu qu'on s'est bien étendu, on va le faire sauter. Hein, comme d'habitude, en fait. C'était quoi? Allez, en une phrase. Que vont foutre les éditeurs japonais sur Steam? Alors, de la thune. Voilà. Je pense que c'est la conclusion. Donner argent. La conclusion sur laquelle on serait arrivé. Mais voilà, c'est l'avantage. On rappelle Deku Heroes, Disgaea PC, Mushihime-sama par Cave. Ça coûte pas cher à faire. Voilà, ça coûte pas cher à faire. Tu te prends 0 royalties, c'est-à-dire que t'as pas de CD à faire presser chez Sony ou chez Microsoft. Et enfin, dernière chose qui est très importante, c'est que les Japonais se sont rendus compte que les gens qui jouaient à leurs jeux japonais sur PS1, PS2, bah aujourd'hui ils sont sur PC. Et ils ont peut-être pas envie d'acheter un PC de boulot. Voilà, ils ont peut-être pas envie d'acheter une console juste pour jouer à des QI Heroes et compagnie. Donc c'est tout un pan de joueurs qui ont lâché les consoles et qui sont sur PC aujourd'hui. C'est un vivier de nostalgiques. Il faut dire un truc, c'est que pendant des années, le PC, les jeux PC au Japon, c'était du cul. C'était vraiment à 99%. Voilà, les Japonais, ils achetaient pas de carte graphique pour jouer au FPS ou quoi. Ils jouaient juste aux jeux d'aventure, aux light novels. Et... Il y avait 1% de jeux, c'était Falcom. Voilà. Et ensuite un peu Blizzard qui est arrivé. Mais pendant des années, c'était que du cul. Il y a des étages remplis. Et voilà. Et aujourd'hui encore, on y va parfois avec Puyo pour rigoler. On s'aventure. Qu'est-ce qu'on rigole, hein. Et on voit les jeux de cul partout. Et c'est une putain d'industrie, quoi. Et ça continue encore. Ça coûte rien faire un scénariste, un dessinateur. Et ça, par contre, tu peux pas jouer sur ton PC de travail. Non. Bon, ben voilà, le débat est fait. Hein, comme ça, merci Greg, merci Daniel, vous avez été d'une efficacité redoutable. Finalement, on devrait les faire comme ça, les débats. Voilà, les débats. Allez, paf. 3 arguments. C'est que de souvenirs. Antithèse, synthèse, voilà. On va passer à quoi vous jouez. Avant de passer au point de chart et au gage, on vous l'a promis, le gage extraordinaire. À quoi je joue alors, j'ai enfin fini Transformers, parce que la dernière fois, je disais, j'en chie sur Transformers. Là, j'ai fini tous les modes de jeu. C'était super. T'as les 1000G? Non, j'ai pas les 1000G, parce que c'est beaucoup trop pénible. Non, j'en ai que 820. C'est-à-dire que j'ai fini le jeu dans tous les modes de difficulté, avec tous les personnages. Et j'ai... T'es pas si vieux, alors tu disais, je suis trop vieux pour ça. Non, mais j'ai chopé le truc. Le mode de difficulté extrême est vraiment très très bien, parce que tu te fais toucher en 2 coups, tu meurs, donc c'est vraiment que de l'esquive. Et alors, pour ceux qui ont chi sur le jeu Transformers, une astuce, en fait, les vrilles de Devastator, elles ont une feature cachée, c'est-à-dire quand tu appuies, que tu te concentres et que tu relâches, elles partent en fulgure au point. Et du coup, tous les dommages qu'elles te donnent, tant qu'elles sont dans l'ennemi, elles lui font des dommages. Donc tu peux niquer tout le monde comme ça en 3-4 coups, même au niveau de difficulté le plus supérieur. Bon, après... Il faut farmer, c'est-à-dire que tu as des armes de qualité D, E, C, B, machin, S, et SS avec 6 slots où tu rajoutes attaque plus machin. Donc voilà, c'est vraiment de la... Enfin, j'ai presque l'impression de jouer à atelier, tu vois. Si tu devais le noter sur Gamecult, tu mettrais quoi? J'aurais mis 7, voire 8, grâce à la replay value, parce que c'est vrai que t'as pas beaucoup de niveaux, mais c'est un vrai jeu d'arcade à l'ancienne où il y a un gros défi, donc la jouabilité est super. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre 2 fois plus de niveaux et un peu plus d'ennemis, mais voilà, c'était vraiment un vrai jeu d'arcade passion. Je crois que 7 Select, c'est la note qu'il a d'ailleurs. Hein. Voilà, tout à fait. Je me suis remis à FF11 là, ça y est. Ah oui? Ah oui. Non, mais parce que je vous explique, le jeu ferme en mars. Oui. Donc du coup, ça y est, c'est fini. Sur X360. Sur 3.6 et sur PS2. PC il continue quand même. PC il va continuer un an peut-être, tu vois. Donc là, j'ai envie de... Parce que je sais que moi, je vais y jouer...
Enfin, je l'ai sur PC, mais j'y joue essentiellement sur 3.6 à mon bureau pépère. Tu commences un nouveau perso alors? Non, pas du tout. Non, je veux juste avant que la fin de service soit déclarée fin mars. Voilà, je vais essayer de passer tous les jobs 75, finir toutes les quêtes que j'ai pas terminées. Donc voilà, je mets le turbo. Et est-ce que tu veux faire les 1000G là? Alors c'est impossible de faire les 1000G malheureusement parce que je me suis renseigné évidemment. T'as 50 G que tu peux obtenir en étant champion de Ballista. Ballista c'est un espèce de tournoi PVP, mais personne n'y joue. Donc tu peux pas, enfin il n'y a pas de tournoi, donc tu peux plus gagner. Non mais je vais essayer d'en faire un maximum de G parce que je ne pourrais plus jamais les avoir après. Tu vois, c'est une donc voilà, je me suis remis à FF11. Et qu'est-ce que tu vas faire le jour de la clôture? Il y a déjà quelque chose qui est prévu? Je pense qu'on va tous être en train de danser dans le jeu ou faire des conneries. Est-ce que ce serait comme dans Ultima Online où des gens se baladaient à poil, à poil dans le monde en faisant oh ça va, c'est la fin du monde. C'est Monsieur Pomme de Terre à la fin de la bêta d'Ultima Online, il avait mis une toge et il courait partout. La fin du monde est proche, la fin du monde est proche. Et hop, les serveurs ont fermé. Il avait raison. Voilà. Et c'était assez drôle. Donc voilà. Et sinon, je joue à je sais même plus comment il s'appelle, Hungry Shark, je crois. Oui, on a vu ça. C'était pas un jeu. J'ai vu ça de mes yeux. Greg, ma légende. Consternation totale. Je joue à un freemium Ubisoft. Tu dégoûté comme si tu mangeais du caca. Je censure. Voilà. On veut pas savoir. Je vous ai. Mon fils a 3 ans et demi, il est fasciné par les requins. Donc voilà, c'est un jeu où on mange. C'est Echo le requin. Donc ça se joue comme Echo le dauphin, sauf qu'il faut manger des gens. Voilà. C'est vrai que ça avait l'air marrant. Et alors, Daniel moi j'ai platiné Metal Gear Solid 5. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris 150 heures pour tout faire. En plus c'était mon deuxième run, c'était ma deuxième partie. Et putain, quel pied j'ai pris. Alors, il faut que tu fasses toutes les missions en S, c'est ça? Ouais, il faut que je fasse toutes les missions en S, toutes les tasks, il faut tout chasser, tout. Mais bon, j'ai tout fait. J'ai tout fait méthodiquement. Alors, il faut dire un truc, c'était une période juste assez tendue à Paris, des coups de feu sous la fenêtre et des choses comme ça. Et du coup, j'ai perdu le sommeil. Et du coup, il me fallait un truc très méthodique, monotâche, monotâche, un truc sur lequel je me concentre vraiment sur le jeu pour vraiment me vider la tête. Et c'est Greg et moi, on en parle parfois. On a nos jeux d'oubli quoi. C'est un moment où tu t'abandonnes dans le jeu. J'avais Chrono Cross à l'époque. Tu vois, enfin on a un jeu dans lequel on s'abandonne complètement. Là, je me suis abandonné complètement dans MGS. J'ai pris un pied fou. C'est un grand jeu. C'est un jeu qui a beaucoup de choses à dire. Tu as un message à faire passer à Hubert qui réalise l'émission? Non, écoute, je lui ai dit qui était le maître. Je lui ai dit un jour. Il t'appelle là. Je lui ai dit un jour Hubert, tu seras un homme. Voilà. Et non, moi je veux pas dire nul à Yesh, Hubert, c'est pas. Ouais, non, c'est trop facile. C'est pas le genre de la maison. Ouais. Et en plus, il peut pas me répondre. Ouais. Non, vraiment, c'est un grand jeu. C'est un jeu qui a énormément de choses à dire. C'est un qui est délirant aussi par moment pour son scénario. Parfois, ça n'a aucun sens. Et mais refaire les mêmes missions en conditions extrêmes, où t'as pas le droit de te faire voir. J'ai adoré ça. Chiantissime. J'ai adoré ça. Non, d'accord. Moi, j'ai adoré le fait de. Alors après, moi, j'ai plusieurs méthodes. C'est-à-dire que il y a la méthode où il faut avoir S, donc il faut être rapide et pas se faire voir. C'est un peu compliqué et tout ça. Mais après, j'utilise beaucoup le Optocamo. J'utilisais mon skin de Raiden parce que j'avais le skin de Raiden, donc je dashais super vite. Et surtout, tu essaies de te faciliter la tâche, donc j'utilisais le camouflage optique pour éviter pour maximiser les points et toutes les tasks et tout. Mais c'était vraiment génial. C'est un des jeux sur lesquels j'ai le plus aimé cette année, sans aucun problème. Quoi. Et donc, pour me vider la tête, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour te faire plaisir, j'ai emprunté Danganronpa. Il est tout près dans ma console. Tiens, il est là. Dans ta Vita. Voilà. Il est dans ma Vita. Le premier, je me suis dit, allez, je vais me le refaire parce qu'à l'époque, je l'avais testé dans console plus et je me dis, allez, je vais passer à côté d'un truc. Bah oui, je vous vois tellement ouf et tout. Oui. Peut-être que c'est moi qui suis passé à côté d'un truc. Ouais, mais tu m'avais dit que t'en pensais beaucoup de bien à l'époque, hein. Donc. Ouais, non, bien sûr. Mais t'étais pas allé à la fin, peut-être. Non, j'étais pas allé à la fin. Mais c'est ça qui change tout. Et du coup, en fait, je me fais toujours ce petit jeu d'aventure. Pardon, là, j'ai explosé Caro, là. Time Travelers. Il y a un jeu bonus à la fin de Time Travelers que j'ai essayé de faire. Alors, on le repasse. Time Travelers, c'est un jeu d'aventure de level 5. Et il est vraiment chouette. La partie aventure est vraiment super. Mais ça, c'est le level 5 typique. C'est-à-dire qu'il y a un jeu caché à la fin du jeu. Ouais. Un jeu où c'est un jeu de drague à
à la Love Plus. Et donc, mais du coup, pour lui parler, il faut soit tu passes le temps parce que toi, t'es dans un timeline différent. Toi, t'es en 2013 et elle est en 2002. Enfin, tu vois, il y a un truc bizarre. Donc, tu lui parles avec un téléphone. Et c'est un jeu de drague temporel, quoi. Il faut essayer de l'appeler. Il faut l'appeler sur son téléphone pendant qu'elle est sous la douche pour la voir en serviette. En serviette, enfin voilà, c'est vraiment un jeu de drague et c'est complètement filé gratos à la fin et c'est très compliqué à jouer parce qu'il faut jouer en changeant l'horloge de sa vita. Et voilà, j'ai essayé de faire ça et évidemment j'ai échoué parce que j'aime pas tous ces... Je suis pas un 1000Giste non plus. mais ça me fait toujours plaisir. L'homme qui vient de platiner MGS. Oui, c'est clair. Ouais, mais il me fallait un truc pour me vider la tête et je pense que Witcher, je me remettrai sur Witcher pour... D'accord. Et toi, Witcher ou Assassin's Creed pas mal de choses, donc Picross 3D 2. Ah putain. Qui est génialissime, vraiment. Je devrais faire ça. Picross Pokémon, tu vas kiffer ou pas? Ah ouais, c'est Day One. Enfin, même si Picross Pokémon sera en 2D, donc il y a un peu moins de... Là, 3D, c'est vraiment extraordinaire. En fait, désormais, t'as deux couleurs, t'as orange et bleu, et tout est vraiment extraordinaire. Déjà, le système de jeu en lui-même est super, mais ce qui est encore plus ouf, je trouve, c'est cette attention dans les petits détails. Le fait que quand tu pètes avec ton petit marteau, ça fasse des bruitages absolument sensationnels. T'as vraiment l'impression de buriner ta petite sculpture. Mais c'est tellement jouissif quand tu vois tout d'un coup la forme qui se crée. Et quand t'as la forme qui se crée, et surtout le moment où ça y est, tu débloques la situation, et où t'enchaînes toutes les cases en tournant la sculpture de ce... Moi, c'est hypnotique. Hein, c'est hypnotique. Ce jeu. Et tu te surprends, en fait, tu finis un puzzle, tu te dis, putain, j'ai passé 20 minutes à le faire, déjà, t'as pas vu le temps passer, c'est comme les tactiques RPG, tu vois pas le temps passer. Et tu relances machinalement le suivant en disant voilà, ça va prendre 20 minutes. Demain. Voilà, et tu dormiras demain, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, jeu de puzzle qui est sorti 1er octobre au Japon, uniquement en import pour l'instant. Le test arrive sur Gamecube d'ailleurs. Ah, tu l'as tapé pendant le Notre exclusivité 8 Select. Oh là là, 8 Select, la famille. Et là, tout de suite dans les forums, comment est-ce qu'on peut mettre plus à Picross qu'à Metal Gear? Voilà, exactement. Bah, c'est simple. Et sinon, en parallèle, j'ai commencé Grand Kingdom, donc l'héritier spirituel de Grand Knight's History. Grand Knight's Story, c'était un jeu très cool sur PSP par Vanillaware. C'est moins beau, je trouve, mais il n'y a plus la patte Vanillaware. Faut pas les sprites, enfin les personnages font un peu coréens, comme le disait Boulapoire. C'est vrai que c'est un peu moins beau que le design auquel on est habitué généralement par ce genre de studio. Là, c'est Spike Chunsoft qui édite le jeu. Vanillaware n'est plus du tout là, mais par contre, le système reste quasiment le même. Voilà, tu gères une petite escouade avec des combats un peu plus action cette fois-ci. Dans Grand Knight's History, tu avais une dimension un peu plus tactique avec des positionnements. Là, tu as toujours ce côté positionnement, mais tu balades tes mecs un petit peu en temps réel et tu réalises des actions avec rond. Donc tu as des combos. T'as acheté le jeu alors? Oui, en démat. C'est même pas PlayAsia qui nous l'a offert parce que PlayAsia malheureusement ne nous offre plus rien. Non, mais ils attendent que je leur fasse un petit speech sur un petit jeu Vita qui est nul à chier et j'ai pas le temps d'y jouer, ça me fait chier d'y jouer. Ça s'appelle Yomawari. Bah donne-le-moi, tiens. Ouais. Je vais te le faire. Putain, c'est galère. Ronde de nuit. Ouais. Je pensais que en gros t'es une petite fille avec en gros c'est le contraste entre kawaii et gore. Donc t'es une petite fille qui se balade avec sa petite lampe torche et donc voilà, dès que tu te fais bouffer par un fantôme, t'as du sang qui explose. Faisons un GK Live là-dessus. Ouais, si tu veux, c'est tellement chiant. Putain. Mais on pourra faire un GK Live comme ça au moins après. Il marche sur Vita TV. Ouais. Après ils t'enverront des jeux. Après ils s'enverront. J'aurais plus de dette. Il faut qu'on fasse un GK Live sur Gundam Extreme Versus. Hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment ça va être ton jeu de décembre, ça en fait. C'est quoi ton jeu de Greg? T'as déjà mon jeu de décembre? Parce que mine de rien, oui. Ça va être Gundam, mais il arrive fin décembre. Donc à quoi je vais jouer en décembre? Je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi. J'attends. Gravity Days, moi que j'attends avec tellement d'impatience. Je suis fan de Gravity Days. J'aime pas du tout. J'ai réussi à j'ai torturé Yukish, il m'a dit c'est bon, tu pourras faire le test à condition de, et là j'ai une liste de trucs à faire pour lui. Donc je suis tellement impatient. Je pense que ça va être Star Wars Battlefront, mais c'est pas très japonais. Non, quoique au Japon ils sont très très Star Wars là en ce moment. C'est avec le train là qui va arriver, le train Star Wars et tout. C'est Ouais. Je préfère le train jouet club. Bon, on va attaquer le train Sega. Souviens-toi le train Sega. Le train Sega, putain, oui, c'est vrai. Bon, on va attaquer la dernière partie de l'émission, messieurs. Oui, déjà, je sais, c'est rapide. Malheureusement, on a tendance à faire bref. On va parler vente. Avec le point de chart Japon, vous le savez. Donc, on parie sur les ventes en première semaine. Tous les mois, et on fait les comptes de savoir celui qui s'est approché le plus des vrais chiffres. Alors malheureusement le mois dernier on avait
parier sur 3 jeux, dont 2 dont on n'a pas encore les chiffres. Donc ça laisse un grand suspense. Néanmoins, on avait du retard sur Halo 5 et il s'avère que c'est Daniel qui remporte le point. Parce que j'ai vu assez bas. Voilà, tu as vu très bas. Tu avais parié sur 7000 et Halo 5 avait réussi à faire encore moins en première semaine sur Xbox One. La Xbox One qui se plante complètement au Japon. Donc 5500. 5500. Putain, 5500 bien. Et c'est pas si mal. C'est le nombre d'exemplaires pass qu'ils ont envoyé. C'est pas si mal parce que c'est quasiment un Halo 5 vendu pour 10 machines. Voilà. Putain, mais c'est loin d'être ridicule. Comment ils ont pu, genre... Ouais. Ils ont explosé leur passif 360. Donc on avait Grand Kingdom, on avait Omega Labyrinth qui sont sortis le 19 novembre au moment où on tourne l'émission. On n'a pas encore les chiffres. Deb a acheté 10 000 exemplaires, donc ça devrait. Mais d'après les premiers retours, Grand Kingdom s'est bien planté, donc avec mes 88 000, je pense que je suis très largement au-dessus, ça va être un point de pénalité à la limite. Sachez aussi qu'Oscar Le Maire, le monsieur chiffre de Gamecult, s'est positionné sur les charts Japon. Tiens donc. Ouais, parce que voilà, monsieur chiffre, il lui faut absolument des chiffres, ça le perturbe, donc la nuit il se réveille, il me donne des pronostics, mais il s'est planté. Il s'est planté sur Project Cross Zone 2. Oh là là. Écoute, c'est une science, hein. Project Cross Zone 2, donc le tactique RPG avec les personnages de Sega, Nintendo. Oui, Nintendo est rentré dans la danse. On l'a vu trop. Bandai Namco et Capcom. Greg avait parié 43 000, j'avais dit 34 000, tu avais dit 72 000 et Oscar Le Maire 50 000. Et félicitations Greg, félicitations Greg. Alors là, voilà. C'est parce que t'as vu assez bas. Ah bah attends, tu vas voir. Greg avec 43 000 n'était qu'à 715 unités du vrai chiffre de vente et je m'hésite à lui mettre 2 points. 2 points bonus. Parce que là c'est le juste prix. Ah voilà, 43 715 pour Project Cross Zone 2 qui a fait moitié moins que Project Cross Zone 1. Donc c'est dire si le bouche à oreille c'est ce que j'avais compté en fait. Ouais. Et félicitations Greg. Surtout que toi t'as fait mauvaise presse au jeu, t'as dit que c'était nul à C'est vrai que c'était pas terrible et je pense qu'apparemment le 2 est encore pas... moins bien. Mais trop facile. Trop facile et surtout les animations linkent beaucoup plus difficilement. Les combos sont encore plus exigeants, ce qui fait que le jeu est encore plus pénible à jouer. Mais bon, ça. Vachement donné envie de jouer. Mais par contre, il y a Ryo Azuki, vous savez, le mec kickstarté. Voilà. Oui, lui, c'est vraiment l'oiseau de mauvais augure. À chaque fois qu'il se pointe dans un jeu, il est dedans. Il était dans Sega Sonic All-Star Racing il est aussi. pas dans celui-là qui était excellent, Sega. Excellent. Attends, Ryo Azuki est dans celui-là ou pas? Le Cross Zone 2, bien sûr. C'était un peu le dernier personnage annoncé après Segata Sanshiro. Pour les blancs. Nous, on joue pour Segata. Bon, sachant que c'est quand même un jeu qui cible l'Occident essentiellement, donc à voir si ça va se rattraper chez nous, mais en tout cas au Japon. Tu vas en dire du bien quand il sortira. Voilà, exactement. Ce grand jeu qui m'a fait perdre 2 points sur les paris. Donc félicitations en tout cas à toi, Greg, parce que tu reviens dans la course, tu égalises. Daniel a 3 points, j'ai 2 points, tu as 2 points. Voilà. Sachant que je me suis planté sur Grand Kingdom, donc on peut partir du principe que je vais être dernier. Donc c'est pour ça qu'il va pas falloir se planter sur les paris à venir du mois de décembre, mois de novembre-décembre. C'est chaud parce qu'il y a pas de grosse sortie. Si, t'es fou. Sérieux au Japon? Non, mais on en a trouvé quelques-unes. Ah ouais, d'accord. Donc la première, c'est Monster Hunter Cross. Ah, c'est vrai, il y a Monster Hunter. Qui sort le 27 novembre. Très compliqué. Parce que c'est pas un vrai. Comme dit un pote à nous, c'est Fatal Fury spécial. C'est-à-dire que c'est vanilla. Ouais, t'as des éléments qui sont piochés de partout essentiellement. Et toi qui as joué alors la version de démo? Ah là, je squatte la démo, j'en peux plus. Non mais attends, attends. Non mais là il y a la démo jouable et j'en peux plus. Alors c'est bien. C'est bah ouais le côté tu l'achètes, côté coups spéciaux. Ah oui, tu achètes ton exemplaire chez Trader. Là je vais carrément chez Trader. Tu n'attends pas PlayAsia? Non. Ah mais non, ouais. On ira se manger un bout alors. Ouais, donc ce sera sans doute vendredi, j'espère qu'ils l'auront un jour avant la sortie japonaise. Comme ça j'irai poster sur les Twitter japonais. Regardez, soyez pas trop deg. Comme quand on a eu les consoles avant Akihabara. La 3DS un jour avant, ça c'était fabuleux. Bref. Shinjuku. Donc Monster Hunter Cross, quel est votre pari, sachant que les Monster Hunter sont quasi million-sellers d'habitude, est-ce que celui-là le sera? Moi je mettrais 880 000. 880 000. J'ai pas mon petit stylo pour noter, mais je. En first week. Tu réécouteras. Ouais, donc samedi, dimanche. Attention, c'est 2 jours. Ouais, il sort samedi, donc c'est samedi, dimanche, 2 jours. Non, parce que et surtout, ce qu'il faut voir, c'est combien il fait le précédent. J'ai pas triché ce coup-ci. J'ai pas eu le temps pour. Moi, je mets 880. 880. Ah, je sens que. Moi, je mets moins. Je mets 620. Ah ouais. Moi, carrément. Je mets 620. Ouais. Moi, je pense que ça va être celui de la fin. Voilà, je dis 940. D'accord. Je ne crois pas au million. Nous sommes dans un mouchoir de chapeau. Ouais, 940 000. Je ne crois pas au million parce que le jeu est quand même très similaire, trop similaire, et je pense que les Japonais sont quand même beaucoup plus avertis. Mais moi, je pars du principe qu'il fera pas le million parce qu'il y a que ceux qui ont retourné le précédent qui vont acheter celui-là.
Et en fait, je parlais des chiffres de vente précédents. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien avaient fait les versions G en fait. Ouais. C'est les versions G. Ça, c'est une version G qui c'est G++. C'est G++. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment. Moi, je sens que je sais pas pourquoi. Je sens que le tassement 3DS qu'on a senti au Japon quand on y était. Ouais. Parce qu'avant, on voyait vraiment beaucoup de gens jouer à la 3DS et tout. Je pense que les gens on aura le cul d'avoir Monster Hunter sur une portable light, on va dire. Genre ils auraient aimé l'avoir sur Vita. Maintenant ils se sont fait une raison, ça ne viendra Capcom jamais. non, hein, je pense. Non mais Capcom, bon, évidemment. ouais. Capcom, non mais c'est vrai qu'on aimerait quand même avoir un Monster Hunter à la fois jouable et joli, parce que là joli. On est quand même encore dans la bouillie. Non, même mais si à chaque fois c'est joli, même si c'est plutôt beau, hein. Enfin, c'est joli. Non mais tu sais que tu heureusement. c'est terrifiant. Tu sais que tu peux avoir tellement plus aujourd'hui. Ouais, c'est joli pour de la 3DS. Ouais, voilà. on en est à ce Et stade. les gens voudraient avoir sans doute plus. Ouais. Bah, Enix. Deuxième pari sur un RPG qui s'appelle Exist Archive. Ah putain. Oh, le fameux. Le Valkyrie Profile héritier spirituel par l'équipe de Trace et notamment Voilà, Gotanda qui est toujours là Je vais commencer. en programmeur. Je vais commencer. Alors il sort sur PS4 et Vita. PS4 Vita. Ouais, PS4 Et Vita. Cumulé cumulé ou Cumulé, on fait les cumuls ici. Ah, cumulé. Mais alors attends, je me lance parce que tu as commencé. Ah oui, c'est vrai. Il faut cumuler PS4 et Vita. 56 000. 56 000. Oh, tu es optimiste. Hein. Ah bah je vois deux consoles, donc c'est pour ça. Moi, j'hésite entre 24 et 32. Je vais mettre 32 000. 32 000 Putain, c'est vraiment rien du tout. T'as dit combien? T'as dit 56? Ouais. Je vois bien une répartition assez égale de l'une à l'autre. Ouais, je pense que... Ouais, il y aura au moins 20 000 de chaque, je pense. T'as dit combien? 36. Non, 32, Ouais. pardon. Je vais dire 44 000, 22 000 ok, sur c'est moi le chaque. plus optimiste alors. Ouais, je pense que ça va bien se planter. Je pense Grand, que Grand le celui Kingdom qui c'est répond tellement le premier est planté. toujours plus optimiste. Grand Kingdom c'est tellement planté que Ah ouais. ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, mais bien marketé. Alors j'aurais bien dit le prochain Fire Emblem sur Wii U, mais vu qu'il sort le 27 décembre et qu'on va sans doute tourner le Gaijin Dash Avant. bilan de l'année. Attention, je Ah oui, spoil. voilà. Avant, Merci Caro. qu'est-ce qu'on va C'est dire? grâce à Caro, on m'a dit que... On peut dire Star Wars Battlefront, tiens. Au Japon. Ouais, qui est sorti le 19 novembre. Alors c'est pas un jeu de décembre. Et Sorti là, c'est 19 novembre, on a PS4 pas et encore les Xbox One. chiffres. PS4, Xbox Xbox One. One et PC ou pas? Non, pas PC, Ah non. parce qu'il s'est pas compté. Star Wars Battlefront, sachant que tu parlais de frénésie Star Wars actuellement et que surtout les FPS se vendent correctement. Lance-toi. Ah oui, c'est moi qui vais commencer. Je vais dire 150 000. Moi, 85. 85 000 pour Greg. Moi, je dis 120. 120. Je pense que tu seras très proche de la vérité parce qu'il y a ce quota de 120 000 personnes qui jouent à Call of Qui joue à et à Call of, Battlefield tous les ans et t'as toujours 120 000 mecs qui jouent à ces jeux-là. Ouais, mais est-ce que les mecs qui jouent à Call of vont jouer au truc Star Wars? Je sais pas. Ouais, dur à Et dire. sans parler du fait qu'il n'y a pas de mode story, paraît-il. Bah oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc en tout cas, on sera vite fixé sur les points à venir puisque Grand Kingdom, Omega Labyrinth et donc Star Wars Battlefront, c'est là. Et écoute Daniel, je m'attribue le gage parce que j'ai envie de le lire à voix haute. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Le gage. Alors je sais pas si vous êtes des fidèles de Gaijin Dash. Mais là, il fut un temps où on s'est moqué un petit peu de Shining Wisdom et notamment Greg. Oh là là, eh oui. Et pour ne rien vous cacher, on a retrouvé le test de l'époque Oh là là. dans Joypad par Greg et j'ai l'impression que c'est... Il y a une sorte de contraste qui s'est opéré entre l'avis de l'époque et l'avis d'aujourd'hui. Alors, Ben Shining Wisdom. Bah oui. Non, alors t'as dit que c'était des sombres merdes, mais en fait Non, en le non, relisant, Non, j'ai pas dit que c'était une sombre merde. J'ai dit quand même que les graphismes étaient quand même En fait- d'un extrême mauvais goût. en fait le truc c'est que c'est quelqu'un en forum qui a dit mais attendez, Greg il dit ça, mais regardez son test, Je commence. 87%. Shining Wisdom. Ah, 87%, c'était pas. Un petit personnage vu de haut, un monde en péril, une fille très haut gradée dans la société qui a disparu, des armes de la magie des labyrinthes, un intérêt de jeu très grand. C'est ce que propose Shining Wisdom de Sega, tout nouveau, tout chaud. Un intérêt très grand. Le brave chevalier se devra de trouver des armes, des objets magiques et autres ordres élémentaires qui lui permettront d'apprendre des sortilèges et ainsi de carboniser ses adversaires. La principale nouveauté du jeu est de mettre en avant un système de maniabilité complètement innovateur. on va ressortir les cassettes. Hein. Enfin, Ouais, innovateur. dans ce type de Je pense produit. que là, Caro elle va faire des concerts de la semaine. À votre aise donc de vous déplacer à vive allure, puisque le personnage ne court qu'après répétition forcenée de votre doigt sur le bouton C. Lorsque vous saurez utiliser la magie, tout sera pareil, c'est votre rapidité de pression sur le bouton qui fera que vous cracherez vos boules de feu. L'avantage par contre ici est que vous n'avez aucune limite pour utiliser votre magie, mis à part l'endurance de votre doigt.
Donc tu vois, finalement, c'est pas si pénible de se servir de son doigt. Encore mieux, vous pouvez obtenir de nouveaux sorts en tentant toutes les combinaisons hors item possibles. C'est vrai, heureusement. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, le jeu est un petit peu fadasse. Un petit peu fadasse. Et là, c'est à la décharge de Greg. C'est la thèse de la version française. C'est-à-dire, c'est un an après. Un an après, déjà. Donc il y a quand même le vécu qui s'est installé ensemble. T'avais joué à la version japonaise. Oui. L'exploration est, malgré la variété des décors, un petit peu bateau, voire déjà vu. Et puis le principe de ce personnage seul qui se balade, c'est bien évidemment du Zelda, mais on n'y retrouve pas tous les petits trucs qui font que Zelda est toujours le meilleur de sa catégorie. Les personnages ont beau être mignons, ne sont pas moins ultra simplistes, ainsi que les décors qu'ils traversent. Donc finalement, ouais, c'est un petit peu... C'est contrasté. Néanmoins, je vais quand même lire le en résumé de Greg. J'avais les cheveux longs, c'est beau. Oui, c'est les mots. Avec le fameux, l'époque des smileys où vous photographiez. En train de rire ou de pas rire. Quelle idée de merde. T'as pas à rougir de ce test. Après, c'est les notations de l'époque. Autant 87%, donc, c'est ce qui équivaudrait à un 8 select sur Gamecult. Plutôt 7. Oui. Plutôt un 8,9 select. Autant la sortie d'un jeu d'aventure en France est un acte rare qui mérite d'être souligné, autant cela est monnaie courante au Japon. Bien sûr, faute de grive, on mange du lièvre. Mais un sublimissime Dragon Force vaut mieux qu'un Shining Wisdom, juste très bien. Voilà. Moi j'aime bien les plus et les moins. Mais en les fait, plus, les moins. Du coup, en fouillant, c'est presque, je suis retombé sur le test de Fantasy Star 2. Je sais pas si c'est à l'échelle ou JM Destroy, mais ces tests-là, on s'en rend pas compte en fait, on est nostalgique de cette époque. Mais on les dévorait. Mais c'est super tendax. À l'époque, ça avait 3 screenshots. Attends, ça c'est. Attends, regarde. Attends que je le retrouve. Bon, mais en tout cas, tu trouvais Shining Wisdom pas si mal que ça. C'était contrasté. Non, mais c'était l'art de la nuance. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait que ça aussi sur Saturn. Hein. Mais quand tu regardes aujourd'hui ce qui est sorti après, voilà, il est pas. Et puis après, t'as aussi les jeux qui vieillissent bien ou mal. Ouais. Tu vois, c'est vrai, non, mais complètement. Qui va se dire aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec ce principe. Qui va se dire aujourd'hui, je referais bien une partie de chaque fou. Alors qu'à l'époque, je devais être le seul à trouver ça pas terrible, quoi. Ils ont chier chaque coup. À l'époque, les gens disaient mais regarde, c'est super bien animé, c'est hyper fait. Les notes qu'il a prises à l'époque, c'était insolent. Voilà, comme Bugsy. Comme Bugsy, exactement. Il y avait le tigre de Tasmanie. Vous vous souvenez de ce beat de mall Je suis d'accord qu'il y a des jeux qui ont. Il y a des jeux qui étaient dans leur époque et qui. Comment il s'appelait le jeu de baston de Sega là, Eternal Champion. Oui, Eternal Champion. Voilà, à l'époque tu étais là, putain, les sprites sont gigantesques, c'est génial. Aujourd'hui, c'est pas jouable, quoi. Bon. Et puis, c'est l'heure d'une jingle d'adieu, enfin en tout cas de d'au revoir. Voilà. Mais on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt dans quelques semaines. Exactement. C'est le rythme mensuel, c'est ça qui est bien. Avec, on l'a dit, une émission bilan de l'année. Bilan 2015. Voilà, bilan 2015 du jeu vidéo japonais. Je reviendrai du Japon. Ah bah parfait. Je pars là vendredi. Tu vas directement au bled, à la source, pour voir ce qui s'y passe. Faire le bilan calmement. Tu vas quand? Parce qu'ils sortent Sega Archive épisode 2 là. Ah ouais, attends, parce que je t'ai ramené le 1 déjà. Ouais, c'est pour ça, donc c'est le 2. Comme ça j'aurai la collecte complète sous blister. Sous blister. Mais tu veux le 2 ou tu veux le 1+2? Non, tu veux le 2. J'hésite. Parce que t'as déjà le 1. Je pense que le 1+2 sera plus rare. Putain, mais regarde, Puyo, les amiibo t'ont changé. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont fait ressortir ce qu'il y a de pire en toi. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été fidèle à ce rendez-vous Gaijin Dash consacré essentiellement à la Super Famicom. Merci la prod. Merci la prod. J'espère que les anecdotes savoureuses, vous les avez dégustées. Nous, j'ai eu un gage sur Shining Wisdom, mais on va quand même faire le gage culinaire. Donc on va aller se restaurer. Bien. Et on vous dit rendez-vous à très bientôt sur Gamecult pour d'autres émissions, dont Gaijin Dash, mais aussi Afterbeat, le podcast audio Quick Load dédié au PC, enfin voilà, plein d'émissions. C'est l'instant où tu dis merci au Premium. Merci au Premium aussi, et oui, parce que sans vous, rien de cela ne serait possible. Et c'est merci aux gens qui nous suivent. Merci aux gens qui nous suivent et qui faites connaître Gaijin Dash autour de vous. Hein, merci aux gens sur les forums qui donnent des bonnes idées à Daniel pour aller piocher des vieux magazines. Ouais. Non, attends, franchement, t'as pas à rougir. Oui. Non, écoute. Ouais. L'année prochaine, je fête mes 24 ans de carrière, hein, donc forcément, tout le monde a des on oublie. On a tous des casseroles. Hein. Moi, le premier d'ailleurs. Bon. Voilà, au revoir à tout le monde. C'est toi qui as fait le test de Rez, c'est ça? Non, c'est pas Rez, non, pour le coup. Non, mais des Trauma Center où je me suis dit. Bref. Sayonara. Sayonara à tous, hein, comme Trauma Center. Et puis, au mois prochain. Bye bye, ciao. Au revoir. Ciao les gars.